utiliser ce que j'appelle la persévérance intelligente. C'est concrètement pas persévérer en répétant les mêmes erreurs. C'est ça le problème pour moi avec le terme persévérance, c'est que ça inclut pas spécialement l'analyse. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde et c'est hyper important de le dire parce que entreprendre, ça veut dire aussi que tu n'as pas la certitude d'avoir le même salaire chaque mois. Ça veut dire que tu vas te lancer et que tout le monde va te cracher dessus jusqu'à que ça marche. Ça veut dire que tu vas paraître ridicule auprès de potentiellement ton entourage proche actuel, Ouais, que carrément. tu vas probablement changer aussi. Alors, moi, je suis pas du tout partisan du il faut absolument quitter son travail, arrêter ses études pour se lancer. Personne, en fait, vous force à tout quitter pour vous lancer là-dedans, tu vois. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les seules formations que je connaisse qui ont un taux de réussite supérieur à 50 et même à 80%, c'est les formations diplômantes académiques. Genre en école de commerce, tout le monde a son diplôme. Voilà, aujourd'hui, tu vois des personnes qui, en primaire, ont déjà un téléphone, ont déjà TikTok, etc. En tout cas, moi, pour mes enfants, ce sera hors de question, tu vois. Forcément, tu vois, quand t'es addict, les réseaux sociaux et le téléphone, c'est une addiction comme une autre, tu vois. Mais c'est exactement comme la cigarette, tu vois. Mais du coup, toi qui considères ça comme de la cigarette, est-ce que du coup tu te sens acteur de la création d'une drogue ou pas? Dans les faits, j'ai envie de te dire oui. Bienvenue dans le podcast Deep Talks, dans lequel on discute concepts, systèmes et philosophie dans l'entrepreneuriat en ligne. Le tout en cherchant à découvrir la face immergée des chefs d'entreprise, celle qu'ils n'ont pas l'habitude de montrer et que les carcans des réseaux sociaux les empêchent de creuser en profondeur. Je trouve fascinant le nombre de personnes qui consomment ce genre de podcast, mais ne cliquent pas sur le bouton s'abonner ou suivre en fonction de là où tu nous écoutes. Alors j'aimerais qu'on passe un marché ensemble. Si tu cliques sur le bouton s'abonner, je m'engage à améliorer encore et encore ce podcast et tu n'imagines pas le pouvoir qui se trouve derrière ce simple clic. Il me permet de faire grandir cette émission et de trouver des invités toujours plus intéressants, plus célèbres, plus rares. Et je te promets de faire tout mon possible pour inviter les personnalités qui t'intéressent le plus. Et c'est pour ça que je me permets de te demander cette faveur. C'est la seule et unique faveur que je te demanderai pour toujours. Merci pour ton temps, profite de cet épisode. Razi. Pour commencer cet échange, j'aimerais présenter ce qui apparaît de toi au premier abord afin que les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas puissent avoir une vue d'ensemble sur toi. Tu es donc créateur de contenu, mais également entrepreneur, on peut même dire chef d'entreprise. Depuis plusieurs années maintenant, tu as testé plusieurs activités, notamment le e-commerce, mais c'est grâce à la plateforme TikTok que tu t'es surtout démarqué en tant que créateur, puis en tant que coach et formateur sur le sujet. Aujourd'hui, tu regroupes plus de 400 000 followers uniquement sur TikTok et des millions d'impressions générées. Ton expertise sur les codes du format court ne sont plus à prouver. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler de ton expertise, de ton activité actuelle dans ce domaine, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans tes contenus, que ce soit sur ton compte Animaux qui est le plus développé ou même ton compte business, il y a une chose qui ressort, c'est que tu parles très peu, voire pas du tout, de toi. Et c'est très louable, mais j'aimerais, et probablement les personnes qui te reconnaissent aussi, que dans ce podcast, on parle de toi. Et c'est pour ça que pour l'entamer, histoire de lancer nos échanges, voici ma première question. Quelle expérience, décision ou même un tournant est-ce que je dois absolument connaître pour comprendre la version de Razi que j'ai en face de moi aujourd'hui? C'est une très bonne question. Écoute, moi, si tu veux, j'ai grandi dans une famille où, bon, j'ai pas été dans la galère financièrement non plus, tu vois? Ce serait mentir de dire ça. J'ai eu une très belle enfance grâce à mes parents. Mais voilà, c'est vrai que je voyais quand même un petit décalage par rapport aux gens avec qui j'ai grandi, tu vois? Dans le sens où moi, j'allais pas en vacances tous les 4 matins, tu vois? Les étés, je partais pas spécialement. J'avais pas d'argent de poche, tu vois? Et c'est des petits trucs qui peuvent paraître un peu futiles comme ça, mais qui, je pense quand tu es un enfant qui grandit autour de personnes qui, alors sont pas forcément aisées non plus, tu vois? Mais qui ont ce genre de d'avantages, on va dire, créent un truc en toi. Et depuis tout petit, tu vois, toujours voulu avoir cette indépendance financière. Truc tout con, mais moi, comme j'avais pas d'argent de poche, ce que je faisais à l'ancienne vraiment, c'était que je préparais des cookies, tu vois? Et j'allais les vendre dans mon lotissement et aux gens autour, tu vois? Pour justement gagner l'argent que j'avais pas et que je demandais pas à mes parents, tu vois? Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, je pense que comme beaucoup de personnes, quand j'ai commencé à avoir accès aux réseaux sociaux, YouTube, etc., comment devenir riche sur YouTube rapidement, il est venu très vite. Et puis après, c'est vraiment l'e-commerce, tu vois, qui ma première expérience dans le business en ligne.
qui fait que je me suis lancé et qui m'a, comment dire? Ouvert à la porte, dans le monde de l'entrepreneuriat. OK, trop intéressant et tu avais quel âge quand tu as commencé à faire ce mini business de cookies? Ah alors ça, je pourrais pas te mais j'étais au collège, tu vois? Donc je devais avoir OK, entre, ouais 10 et peut-être, ouais, 10 et 13 ans, tu vois? Un truc comme ça. d'accord, OK et ça avait marché un peu? Ouais, franchement, bon après ça se compte en dizaines de en comment dire? En, dizaines d'euros, tu vois? Et encore, mais à l'époque vraiment quand genre tu pas l'habitude de recevoir de l'argent, tu vois? Mmh. C'est cool. C'est Ouais, cool. 10 € pour un enfant de 10 ans, c'est un trésor. Mais, Ouais. je vois ce que tu veux dire. OK et donc du coup, le premier lancement, c'est dans l'e-commerce. Tu avais, déjà investi dans quoi que ce soit, parce que l'e-commerce demande un investissement, Ouais, en pub ou autre en général. Tu avais pris une formation? Tu t'étais formé comment? Tu avais ouais. lancé ça comment? Ouais, ben, en fait, j'avais pris la formation de Yomi Denzel. Alors moi, à l'ancienne, vraiment, je le suivais, c'était vraiment au début, tu vois? Au début de ses vidéos YouTube et cetera. Je pense qu'à l'époque, il était connu vraiment que par les personnes qui étaient vraiment intéressées par l'entrepreneuriat et pas par le Ouais, grand public, tu vois? Comme maintenant. Donc ouais, ce que j'ai fait, c'est que tout un été, j'ai travaillé, à IKEA pendant 2 mois et tout ce que j'ai gagné, je l'ai investi dans sa formation. OK. Et puis après, du coup, d'ailleurs, j'ai pas pu commencer tout de suite parce que du coup, j'avais plus d'argent pour lancer les publicités, tu vois? Mais ouais, c'est comme ça que ça a commencé avec Yomi, ouais, Unicom. OK. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais au moment où on tourne ce podcast, on est en début janvier, 2026. Ouais, Yomi a lancé une campagne, monstrueuse en ouais, grave. marketing, passe dans toutes les publicités de tout le monde. Ouais. Justement cette évolution-là et je pense que je parle pas que de cette figure-là, mais de manière générale, est-ce qu'il y a d'autres figures que celle-là, que peut-être tu as moins suivi au début, que tu suis plus? Ou au contraire qui, à l'époque, tu suivais beaucoup, aujourd'hui t'ont peut-être plus déçu ou que tu suis moins parce qu'elles sont plus dans le divertissement, plus dans le mainstream? Mmh. Est-ce que tu aurais d'autres figures que Yomi qui t'ont potentiellement inspiré ou déçu ou les 2? Ouais. Et écoute, c'est intéressant, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment, été souvent quand je suis, entouré d'entrepreneurs et qu'on sort des noms comme ça, je connais personne, tu vois? Donc OK. ouais, je suis pas vraiment hyper familier avec les grands de l'entrepreneuriat. Beh, j'ai suivi Yomi pendant longtemps, et du coup, bah, Oussama Hamar et Antoine Blanco par l'intermédiaire de leur podcast «À sans permission», que je kiffais vraiment de ouf, à l'époque. Mais sinon, tu vois, bah, forcément, je regarde beaucoup de vidéos, d'Alex Hormozy et cetera, mais c'est vraiment plus, sur l'aspect mindset, tu vois? OK. Que je regarde des vidéos, d'entrepreneurs, tu vois? Plus américains, du coup, pour le coup. Mais sinon, ouais, des entrepreneurs français, je suis pas, hyper consommateur de ce type de contenu-là, tu vois? C'est intéressant ce que tu dis sur, les inspirations, elles sont plutôt du coup anglophones. Est-ce que tu vois un vrai marqueur qui différencie le monde anglophone du monde français? En termes non seulement d'inspiration, mais même de niveau d'expertise, de niveau de vision aussi? Est-ce que tu trouves qu'il y a un vrai différentiel qui fait que justement tu es moins inspiré par ces gens-là, que tu consommes beaucoup moins de contenu, francophone ou pas du tout? Bah, écoute, j'ai envie de te dire oui et non parce que c'est vrai que, en tout cas par rapport à, autant par rapport à l'aspect business que par rapport à l'aspect mindset, tu vois? Ça, c'est bien connu, le marché américain, il est quand même assez avancé, tu vois? Par rapport au marché français. Mmh. Donc c'est vrai que quand, tu vois, je me renseigne par rapport à, je sais pas, une, enfin quelque chose, tu vois, d'assez random, par rapport au business où j'ai besoin d'avoir une information sur un business ou quoi que ce soit, bah, j'ai tendance à préférer regarder des vidéos anglophones justement, bah, parce qu'ils sont souvent en avance sur notre marché, et parce que, bah, tu as comment dire? Une masse de contenu qui sera, bah, plus disponible que quand tu, cherches du contenu en ayant vraiment le critère francophone, tu vois, en tête. Mais sinon par rapport au mindset, c'est vrai que, bon, c'est peut-être un petit caprice, mais je trouve que voilà, le fait que ce soit anglophone, tu vois, souvent quand je regarde des vidéos mindset, je trouve que ça apporte un truc en plus et heu et je t'avoue que ouais, les vidéos mindset, en tout cas mindset plus motivation, tu vois, francophone, j'accroche moins, tu vois? OK. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça sonne mieux anglais en général en plus, mais Carrément. je vois ce que tu veux dire. Et justement, tu me parles beaucoup de vidéos mindset. C'est des contenus que tu consommes beaucoup ou ou non? Beh, franchement, ça dépend des périodes, tu vois? Ça dépend des OK. périodes. Il y a des périodes où j'en ai pas forcément besoin, mais c'est vrai que, voilà, il y a des périodes où je sens que vraiment, voilà, tu vois, comme tout le monde, il y a la discipline d'un côté, mais il y a la motivation de l'autre et la Mmh. motivation, ça fluctue et justement, dans ces moments où je me sens pas très motivé, beh, j'essaie de pas reposer sur ça, mais
malgré tout, ça m'aide, tu vois, de regarder des vidéos un peu motivation, pour me remettre un peu les idées en place et cetera, tu vois? OK, je vois. Donc quand tu as un besoin d'un petit pic de motivation, tu Mmh. t'appuies là-dessus et quand on en as pas besoin, tu t'en Ouais, occupes carrément moins, et mais c'est souvent d'ailleurs les mêmes vidéos, hein. J'ai ma petite playlist et je regarde les mêmes vidéos OK. en boucle et je Donc c'est plus une répétition d'un discours, ouais. qui est juste, logique, très objectif, Mmh. cohérent. Parce que Carrément. la motivation quand elle est pas là, en général, justement, on cherche des excuses qui sont pas forcément très, Mmh. qui sont pas dans le concret, dans le réel. Et donc du coup, tu trouves ces mots-là plus réalistes. Je comprends. Hem Est-ce que justement ces périodes où tu as des baisses de motivation, elles sont liées intimement à ce que tu vis au quotidien dans ton activité? En termes de résultats, en termes de problèmes? Parce que, on en parlera, mais plus une activité se développe, plus en général les problèmes vont avec, ça va de pair. Est-ce que c'est en lien avec ça? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être d'autres thématiques comme, je sais pas, du manque de sens ou, juste de la fatigue? Ou est-ce que tu as identifié, à quel moment c'est le plus récurrent, à quel moment ça arrive le plus? Bah, tu vois, je pense c'est hyper intéressant comme question parce que je pense que c'est beaucoup ça, hem, par rapport aux comment dire? Aux stats, aux résultats et cetera. Alors d'un côté, il y a ça. C'est vrai qu'il y a une période OK. où j'étais très fatigué, en fait, c'est un peu de tout, je t'avoue. Tu as un peu le truc de quête de sens où tu te rends compte que, voilà, ce que tu es en train de faire, ça te fait plus forcément autant vibrer qu'avant, tu vois? Et donc tu essaies de te motiver, mais forcément, des fois, le problème, il est pas forcément juste dans le manque de motivation, tu vois? Il est plus profond que ça. Mmh. Et tu as certains moments où ouais, c'est juste les performances, tu vois? Comme je le dis souvent, tu vois, aux gens de mon accompagnement, quand tu es créateur de contenu, bon, alors moi, c'est plus par rapport au business, tu vois? Mais souvent, eux, je leur dis ça parce qu'eux, ils créent du contenu. Quand tu es créateur de contenu, ta motivation, elle dépend uniquement des stats que tu fais, tu vois? Mmh. Donc donc c'est vrai que ça peut jouer, tu vois, par rapport au business, comment ça se passe et cetera, ça joue beaucoup même. OK. Pour moi, en tout cas. OK, OK. Et là, récemment, tu dirais que c'est plutôt des périodes qui sont faciles à gérer ou difficiles? Bah, écoute, coup-ci, coup-ça. Ouais. Ouais, non, là, OK, pour le OK. coup, je suis vraiment dans, je sens que je suis en phase de transition, tu vois? Et son ça vient avec l'année, 2026 aussi, je pense. Mais, Mmh. ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi sur l'aspect business. Donc, heu, donc ouais, je pense qu'on est vraiment dans l'entre-deux, tu vois? OK. OK, OK. On en parlera un peu après. J'aimerais avant de parler d'un petit peu de ton expertise, hem, de ton parcours, avant de te lancer dans ce e-commerce, dont tu me parlais tout à l'heure, Mmh mh. hem ça a été quoi un peu ton parcours? Est-ce que tu as étudié ou pas? Est-ce que tu as Ouais. pris des petits boulots? Et surtout comment tu l'as vécu? Parce que j'en parle dans certains de mes contenus, mais j'aime bien écouter ce que les gens en disent. C'est vrai que le parcours, dans du salariat ou quand tu tentes des choses, Mmh. bah, ça joue beaucoup l'expérience que tu vis en tant que salarié ou en tant qu'étudiant. Ouais. Elle change beaucoup de choses. Toi, ça a généré quoi chez toi? Et surtout comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as vécu? Ouais. Bah, écoute, par rapport à ça, c'est assez simple. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, quand j'étais au lycée, du coup. Mmh. J'ai toujours eu, la conviction, vraiment, tu vois? J'étais convaincu que, j'allais pouvoir, vivre de l'entrepreneuriat et j'allais pouvoir devenir, bah, libre, financièrement. À l'époque du lycée, du coup, je m'étais pas encore lancé, mais je me renseignais. Je testais, tu vois, des vraiment des petits trucs, qui sont pas forcément, assez pertinents pour que je puisse, en parler ici. Mais ouais, c'est vrai que du coup, l'e-commerce, j'ai commencé ça en même temps que j'étais dans mes études sup. Moi, j'ai fait un DUT, Tech Deco, donc technique de commercialisation et j'ai commencé vraiment, au début, je pense, de ma deuxième année, donc en 2021, c'était et voilà, donc ça, j'ai commencé, en même temps que les études, donc cumuler les 2, tu vois? C'était pas, forcément hyper simple justement et Mmh. fallait aussi mettre, comment dire? Faut aussi que je mette en avant le fait que, bah, il y avait le budget, tu vois? Qui comptait beaucoup, l'e-commerce, c'est un business model où bon, tu as la partie organique qui est, aussi intéressante et de plus en plus d'ailleurs, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, on mettait pas vraiment ça en avant, tu vois? C'était vraiment, bah, tu crées une boutique, tu fais des ads sur Facebook et tu génères des ventes comme ça. Donc voilà, OK. quand tu es étudiant, tu vois, certes, j'avais une bourse, mais c'est pas, tu pas forcément le temps, tu vois, le temps et l'argent nécessaires Mmh. pour gérer ça. Donc voilà, j'ai commencé en études sup, mais après du coup, la deuxième année, donc j'ai arrêté les études. À ce moment-là, j'ai commencé à, voilà, essayer de chercher des petits boulots pour pouvoir justement générer de l'argent et investir cet argent-là dans l'e-commerce.
Donc donc voilà et puis après, ouais, par rapport au petit boulot, l'expérience que j'ai eue, je travaillais un peu partout, tu vois? Je travaillais dans des sortes de fast-food, asiatiques où je faisais la cuisine. J'ai travaillé, dans un Lego store pendant longtemps. Hem, j'ai créé un autre projet aussi en parallèle où je crée, tu vois, des événements afro-caribéens, là aussi pour gagner de l'argent à côté, tu vois? Donc j'ai fait plein de choses. Je pense que c'est bien, tu vois, que je sois passé par là justement pour, avoir une vraie expérience et voir, ce que c'était, tu vois, d'être salarié. J'ai un peu un discours, différent, je pense, de la plupart des entrepreneurs parce que moi, je suis pas du tout anti-salariat, tout ça, tu vois? Quand j'étais, salarié, j'étais pas forcément, hyper, inconfortable, tu vois? Mes meilleures années vraiment quand je travaillais à Lego, c'était trop bien. Tu vois? Vraiment, je kiffais ça, que ce soit l'équipe, les gens et cetera, c'était trop cool. Mais c'est vrai que même si j'étais pas dans l'inconfort total, il y a toujours un moment et ça peu importe le taf que j'ai eu, tu vois? Où, ma volonté de liberté, elle prenait le dessus et Mmh. en étant en train de travailler, tu vois, j'avais l'impression de perdre mon temps. Je Donc vois ce que tu veux dire et c'est super intéressant ce que tu viens de dire, et ce mode de pensée à contre-courant de la plupart des entrepreneurs qui crachent sur le salariat. mmh, C'est super intéressant parce que, heu, en un déjà, ces entrepreneurs disent ça, mais le disent aussi dans un discours commercial en général, en mode: ouais, «Entreprends, et entreprends avec moi en général, du coup en achetant mon produit». ouais, carrément. Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'en plus de ça, bah, c'est pas fait pour tout le monde et Mmh, qu'il y a des gens qui sont très heureux en tant que salariés ouais, et ça, faut carrément. le dire. Donc et c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, tu vois, ton parcours va faire rêver beaucoup de gens, je pense, et fait déjà rêver beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde et c'est hyper important de le dire parce que, bah, entreprendre, ça veut dire aussi que tu as pas la certitude d'avoir le même salaire chaque mois. Ça veut dire que, tu vas te lancer, que tout le monde va te cracher dessus jusqu'à que ça marche. Ça veut dire que, tu vas paraître ridicule auprès de potentiellement ton entourage proche actuel Ouais, et que ça carrément. va probablement changer aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de conséquences à entreprendre et les gens, en général, n'y pensent pas. Et ceux qui enfin, tu sais, je pense qu'on entend beaucoup de créateurs, notamment dans le monde business qui justement crachent sur le salariat, Mmh, heu et ça peut détruire des gens parce qu'en fait, ils tentent et puis ils se rendent compte que c'est pas du tout fait pour eux et tout mmh, ce, tu sais, cette espèce d'univers de, en fait, il y a pas de salariat, ça existe pas, c'est mauvais et cetera. ouais, On doit que entreprendre, bah, il s'écroule un peu. Je trouve ça super intéressant comme avis. Et ça crée de la nuance et je pense que c'est ce qui manque le plus dans un peu tous les débats qu'on peut avoir, c'est une forme de nuance. Mais en tout cas super intéressant et justement tu disais que ça t'a servi. Si tu devais, décrire, une liste de peut-être 2 ou 3 leçons que le salariat ça t'a appris, tu me parlais notamment de, l'expérience que tu as vécue de manque de liberté. mmh. Est-ce qu'il y a d'autres leçons que tu en as appris sur, je sais pas, que tu utilises encore aujourd'hui, je sais pas, sur la rigueur, sur les horaires, sur, comment est-ce que fonctionne un salarié et comment tu dois manager tes équipes et cetera. Est-ce que tu as appris d'autres choses, que, le fait que tu devais entreprendre? OK. C'est une bonne question ça aussi. J'essaie d'en poser des Hem, bonnes, ouais, ça m'arrive. comment? J'essaie de poser des bonnes questions, ça m'arrive. Non, ouais, en vrai, c'est une très bonne question. Je pense une des comment dire? Une des choses que j'ai apprises aussi que je trouve intéressant et ça alors je l'ai appris de mon expérience, mais ça je le vois aussi avec toutes les personnes que je connais, qui travaillent dans le salariat, c'est aussi l'équipe, tu vois? Mmh, Gérer une équipe et avoir une bonne équipe, c'est hyper important, tu vois? mmh, C'est hyper important parce que, concrètement aujourd'hui le bien-être d'une personne, qui travaille alors ça je te parle, en tant que comment dire? Quand j'étais salarié, mais aussi potentiellement en tant que, heu, dirigeant d'entreprise qui à terme va potentiellement monter une grosse équipe, tu vois? Hem, l'impact d'une équipe sur le travail que la personne va fournir, il est énorme, tu vois? On mmh, se rend pas compte et c'est vrai que beaucoup de personnes essaient de mettre en place, énormément de choses pour comment dire? Pour, augmenter, la satisfaction de leurs salariés et cetera. Mais le fait de travailler dans une équipe qui est saine et avec qui tu t'entends et oui, non, qui comment dire? Qui collabore, de façon efficace, c'est ultra important, tu vois? mmh, La plupart, malgré moi, des travails dans lesquels j'étais, alors moi je m'entendais bien, tu vois, avec la majorité du groupe, mais il y a toujours eu comment dire? Des, pas le terme, des choses qui font que, les gens au bout d'un moment sont pas d'accord et ou 2 personnes qui s'entendent mal et cetera et dans j'ai envie de te dire 100 des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ça a fini par, une personne qui démissionne, une personne qui est renvoyée. Tu vois, dans mon travail le plus récent, on va dire, toute l'équipe a fini par être renvoyée à part peut-être 2 personnes.
tu vois? Tout ça parce qu'il y avait une partie de l'équipe qui était ultra malsaine, tu vois? Et même le patron a été renvoyé, tu vois? Waouh! Le directeur de enfin, le directeur du magasin en tout cas, et 2 superviseurs, je crois, ou même 3 ont été renvoyés. Donc en fait, ils ont fait en sorte de changer toute l'équipe juste parce qu'il y avait des problèmes et que, pendant que les problèmes, étaient là, les comment dire? Les supérieurs, en tout cas vraiment au-dessus, les RH et cetera, les géraient pas, tu vois? Mmh, Donc ouais, si, vraiment, l'expérience dans le salariat m'a appris 2 choses, c'est l'importance, de l'équipe et de faire en sorte que, les gens s'entendent, tu vois, dans une équipe. Parce que mmh, bon, certes, le travail est fait, OK, mais, il y a encore du plus important que ça parce qu'après ça aura forcément un impact dessus. mmh, Et bon, ça c'est plus personnel, mais, le fait que la liberté, tu vois, c'est un truc, qu'il me fallait absolument. Parce que même si je travaille dans un environnement où moi, pour le coup, tu vois, j'avais de très bons collègues et cetera, je m'entendais bien avec la plupart des gens. Et tu vois, j'ai toujours kiffé jouer avec les enfants et cetera, tu vois? C'était vraiment mon environnement, Lego, par exemple. Heu, Au bout d'un moment, il y a toujours ce manque de liberté qui me rattrape où, quand je travaille, je pense justement à ce que je pourrais faire à la place et cetera. mmh. Le nombre de tickets vides que j'ai sortis pour pouvoir écrire des idées, tu vois, que j'avais, en tête et après les mettre dans ma poche et re-regarder le soir et cetera, je les compte même plus, tu vois? Donc Je ouais. vois. C'est hyper intéressant, j'ai 2 questions qui sortent. Ouais, Je vais commencer par la première, histoire de pas perdre le fil. 1re question du coup, suite à cette expérience et cette leçon que tu as retirée, notamment sur, faire en sorte que tu aies une équipe qui s'entende bien et que ça se passe bien, est-ce qu'aujourd'hui tu as, intégré ça? Parce que je sais qu'aujourd'hui tu as probablement quelques personnes au moins dans une équipe. ouais. Est-ce que tu as intégré ça dans ton process de recrutement? Dans le sens où, OK, ce profil-là colle avec l'équipe et ça va bien se passer, ou au contraire pas du tout? Et si oui, qu'est-ce que tu as mis en place, pour que ce soit le cas? Ouais. Alors, c'est vrai que, par rapport à bon, du coup, là, on parle plus de l'accompagnement parce que l'équipe que j'ai, elle se enfin, j'ai uniquement une équipe, en fait, autour de la structure dans mon accompagnement. Tu vois, typiquement et ça montre le point, dont je parlais tout à l'heure, la première personne que j'ai recrutée vraiment en tant que salarié dans mon entreprise, c'est, bon, ça souvent on dit c'est à double tranchant, c'est une amie à moi, tu vois? Une personne, que je connaissais très bien et avec qui je m'entendais très bien avant même, tu vois, de travailler avec dans mon entreprise. Donc par rapport à ça, tu vois, il y a jamais de souci et justement, on se dit les choses parce que justement, on se connaît aussi, tu vois? Donc il y a pas de souci par rapport à ça. Puis après, par rapport aux autres membres de l'équipe, c'est vrai que j'ai tendance à préférer embaucher des personnes, que je connais déjà. Alors pas forcément, tu vois, des amis, mais des personnes avec qui j'ai déjà, une relation professionnelle et dont je connais aussi, plus ou moins le caractère, et l'état d'esprit, tu vois? Souvent les coachs de mon accompagnement, ça a toujours été des anciens élèves de l'accompagnement, tu vois? Des élèves qui alors avaient forcément déjà eu de gros résultats, mais surtout qui, selon moi, étaient aptes à coacher des gens et à s'intégrer à l'équipe sans forcément avoir, un état d'esprit, ou un comportement qui est trop différent de nous, tu vois? OK. Donc oui, alors après dans le processus de recrutement, c'est pas, comment dire? Heu, un critère, particulier que j'essaie de mettre en place par rapport aux questions que je pose et cetera, tu vois? Mais souvent je fonctionne beaucoup au feeling, ouais. OK, donc pour l'instant, tu fonctionnes plutôt au feeling et notamment aux personnes que tu connais le mieux sur, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, C'est ça, ouais, et tu identifies des points communs et des points de concordance entre ce que tu attends de quelqu'un et ce que peut attendre l'équipe vraiment. et ce qu'il est. OK. Je vois, ça c'était la première question que j'avais, et la deuxième question, c'est, dans le cas où justement tu aurais un membre de ton équipe, qui poserait problème, Ouais. et que tu aies du coup ce problème-là à gérer, qu'est-ce que tu ferais que les gens à l'époque de Lego n'ont pas fait? Comment est-ce que toi tu gérerais ce que eux n'ont pas géré? Bah, écoute, alors ça dépend parce que le problème en France, c'est que, on peut pas virer les gens comme on veut. Mmh. Donc il Ouais. faut qu'il y ait souvent, voilà, un plus gros problème. Après, c'est vrai que moi, par rapport à mon équipe, il y a une seule personne qui est vraiment salariée, tu vois? Les autres, c'est des prestataires, enfin, en tout cas, notre relation professionnelle, c'est comme si c'était des prestataires. Donc OK. forcément, se séparer d'un élément, c'est plus facile. Mais je pense que directement, si je vois qu'il y a un problème dans l'équipe, bah, déjà en parler, tu vois? En parler et dire les choses, c'est ultra important, tu vois? Parce que justement, si je fais le parallèle avec le travail et les équipes de travail et cetera, souvent tout le monde sait plus ou moins ce qui se passe, mais c'est jamais dit, tu vois?
de façon, enfin le problème est jamais vraiment posé sur la table, tu vois? Donc donc voilà, mais oui, non, par rapport du coup à l'équipe, moi ce serait dans un premier temps, bah, poser le problème justement sur la table et dire les choses et dans un Mmh. second temps, bah, si jamais, je vois que ça ralentit le groupe, bah, juste me séparer de l'élément, tu vois? OK. OK, OK, je vois. Donc ouais, pour l'instant, tu as plutôt de la flexibilité parce que c'est du prestataire, ce C'est qui te ça, ouais, permet de, du coup, éliminer l'élément si jamais tu as pas réussi à faire la médiation avant. carrément. OK. OK, OK. Je vois très bien. Après pour l'instant, c'est jamais arrivé donc Oui, mais on évidemment, on te le souhaite. OK. Revenons-en un tout petit peu à ton parcours donc, pour résumer, tu as un DUT, que tu passes, que tu fais. En parallèle de ça, tu commences à t'intéresser au business, tu lances un premier business de e-commerce. ouais. Ensuite, tu as des petits boulots, notamment à Lego et cetera. À quel moment est-ce que ça bascule? Tu m'as parlé notamment du manque de liberté qui revenait régulièrement. À Mmh. quel moment tu switches? À quel moment tu te dis: «OK, il y en a marre»? Est-ce que c'est, le fait que tu as été viré et du coup tu as dit: «OK, bah, maintenant je me lance»? Ou est-ce que tu t'étais par exemple déjà lancé peut-être sur TikTok, de ton Ouais. côté, même pendant que tu étais, salarié? Et que du coup, au moment où l'ego, ça se termine, un peu, pas forcément, toi, ta volonté, mais est-ce que cet élément déclencheur, est-ce que finalement il est que externe, genre l'ego t'a viré, ou est-ce que toi déjà Alors tu avais cette intention-là? OK. Moi, j'ai pas été viré de Lego. Oui, non, mais Ouais, d'accord, mais, ouais. OK. que tu es parti au moment où il Ouais, y a bien eu ce sûr. problème-là parce qu'il y avait pas trop le choix, quoi? Ouais, non, non, mais bon après ce là, quand je te parle de toutes les personnes, par exemple, qui ont été virées et cetera, ça s'est passé après quand moi j'étais plus là, tu vois? Ah OK, donc Voilà. tu es parti, d'accord, ça je Moi, je l'avais suis pas capté. parti avant tout ça. Donc tu es parti au moment où c'était à peu près, encore pas trop le bazar, Ouais, mais tu plus ou moins. pressentais déjà que c'était compliqué, quoi? Ouais, ouais, c'est ça. OK. Alors par rapport à ça, c'est assez simple. En fait, si tu veux, j'ai eu un premier travail où, beh, celui où j'étais du coup, je travaillais dans un fast-food asiatique, là où je faisais la cuisine et cetera. Hem, à cette époque-là, du coup, je faisais encore de l'e-commerce et j'étais du coup sur un projet qui avait un potentiel pour moi, tu vois? Et je sentais que même si j'avais fait en sorte d'avoir des bons horaires pour pouvoir bien m'en occuper et cetera, tu vois, je faisais pas une journée complète. À chaque fois, genre, je travaillais le matin, j'avais une pause à midi, après je travaillais le soir. Des fois, je travaillais que le soir, mais du coup, depuis fin d'après-midi. Les horaires étaient pas hyper, hyper, comment dire? Intéressantes et souvent j'étais fatigué, tu vois? Donc donc ça, plus le fait que l'e-commerce, je sentais que ça commençait à bien marcher, c'est ça qui m'a poussé vers la sortie, tu vois? Donc j'ai démissionné de mon premier travail. Je me suis lancé à fond dans l'e-commerce. En même temps, j'ai développé du coup le fameux projet là où, je fais des événements afro-caribéens. Donc j'avais une petite rentrée d'argent, mensuelle. C'était assez intéressant aussi. Mais c'est vrai que, et ça reste le problème de l'e-commerce selon moi, au bout de quelques mois, et ça a été assez rapide, hein, 2-3 mois, j'étais, à sec. J'étais quasiment à sec. Donc j'ai OK. dû à ce moment-là, revenir sur mes pas et retrouver du coup un autre travail malheureusement. Je pensais que c'était le moment, hein, quand j'ai quitté, le travail, ça n'a pas été le cas. Donc je me suis pas laissé abattre et c'est ça aussi, tu vois, que je trouve, intéressant, en France. Selon moi, si tu veux vraiment trouver du travail, tu vois, en tout cas du travail, je parle pas d'une carrière, hein, je parle vraiment d'un travail pour gagner de l'argent, un SMIC au minimum, c'est pas ultra compliqué, tu vois? Mmh. Donc pas grave, j'avais démissionné, c'est pas un problème. J'ai essayé de retrouver un travail, j'ai fait 2 entretiens, j'ai été pris, aux 2 et j'ai eu le luxe de choisir. Donc à cette époque-là, j'ai choisi justement Lego et pendant ça, du coup, pendant tout mon contrat Lego, j'ai arrêté l'e-commerce. Je me suis dit: «Ça faisait déjà 2 ans, tu vois, que j'étais là-dessus» et je trouve que c'est bien de persévérer, mais au bout d'un moment, tu vois, il faut aussi, analyser la situation et moi, ça faisait 2 ans que je faisais ça. Je voyais que ma situation, elle avait pas changé, tu vois? Du coup, je me suis dit que j'allais laisser la chance, entre guillemets, «à un autre business». Donc à ce moment-là, je me suis lancé dans, le community management pendant un petit temps, mais ça a duré vraiment, voilà, c'était rapide, parce que je me suis rendu compte que ça me correspondait pas et ensuite j'ai lancé une agence SMMA, donc une agence de génération de leads pour les cuisinistes, c'était à l'époque. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Là, pareil, alors ça, c'est à l'époque où je faisais du cold calling et cetera, tu vois? Bon, c'était horrible. C'était horrible, je le faisais vraiment parce que j'étais motivé, j'avais envie de changer ma situation et cetera, mais c'était vraiment pas un truc que j'affectionnais particulièrement, tu vois? Mmh. Donc j'ai fait ça pendant, quelques temps. J'ai même essayé d'arranger mes horaires légaux, tu vois? Pour faire en sorte de pouvoir faire ça le matin et cetera, donc je me suis vraiment organisé. J'ai eu mon premier client. C'est vrai que pour répondre à ta question de tout à l'heure, je faisais des TikTok depuis déjà très longtemps, tu vois?
OK. depuis 2020 peut-être, donc j'ai même avant de commencer les OK. études sup, je faisais déjà des TikTok, mais TikTok pour moi ça avait jamais été un business, tu vois? Mmh. Même si bon à l'époque le programme de récompense était pas hyper avantageux non plus, tu vois? Même si j'avais déjà gagné quelques centaines d'euros, TikTok je le voyais vraiment comme un truc, juste pour me faire kiffer, tu vois? Mmh. Donc j'avais déjà une communauté de 30 000 abonnés à l'époque, mais c'était OK. vraiment, un Au kiff. moment où tu es à Lego, du coup? Ouais, 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 ouais. OK. C'est ça. Bon après ça faisait même depuis, ouais, même un peu avant ça, tu vois? Mais ouais, au moment où j'étais à Lego, j'avais déjà 30 000 abonnés sur TikTok, mais voilà, c'était des vidéos, pas du tout pour gagner de l'argent, c'était du kiff et cetera et sans plus et du coup, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que voilà, je me suis lancé dans cette agence, cette fameuse agence de génération de leads. À côté, j'avais aussi entendu parler de l'opportunité que c'était du coup de faire des, TikTok avec l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent, tu vois? Mmh mh. Donc ça, c'était vraiment le «début» entre guillemets de ça. Donc j'ai commencé aussi à me mettre un peu sur ce business-là. J'avais généré, plusieurs centaines d'euros, donc j'étais vraiment, content là aussi et ça fonctionnait. Mais voilà, donc j'ai fait, un peu de TikTok et d'agence, SNMA pendant un temps et c'était quand ça? C'était en fin d'année. Je vois que, voilà, j'ai réussi à avoir mon premier client dans mon agence SMMA. À l'époque, c'était un prix, je pense, de 2 300 €, peut-être que je l'avais eu, tu vois? Donc voilà, je sentais que ça commençait à aller bien et que, voilà, TikTok, ça me rapportait bien aussi, mais que voilà, au niveau du temps, à l'ego, je perdais mon temps justement, tu vois? Que j'avais pas cette Mmh. liberté de pouvoir travailler, avancer sur ça, alors que je pensais qu'il y avait un vrai potentiel et à ce moment-là, du coup, j'ai pris la décision de redémissionner, du coup, une deuxième fois et cette fois-ci, ça a été la bonne, du coup. OK. Donc si je comprends bien, Mmh. si je résume bien, dès en fait ton premier job, tu avais déjà, lancé un premier business, Mmh mh. tu avais quitté ce premier job, ce business-là est finalement pas fonctionné, tu arrivé à ça qu'il fallait retrouver un job. Exactement. Tu en retrouvais un en fait très facilement et d'ailleurs c'est hyper intéressant, ce que tu as dit sur le fait de chercher un taf. En réalité, quand on a besoin d'argent, on peut trouver un travail en France. Mmh. Ça dépend du profil, je pense aussi. Bien sûr, Heu, bien sûr. mais tu vois, je pense qu'un profil, comme toi, voire moi, avec nationalité française et cetera, pas étranger, c'est plus simple, Forcément. évidemment. Mais je suis d'accord. Je partage l'avis effectivement, si on veut vraiment bosser, on bosse. Mmh. Donc totalement et donc du coup, tu retrouves un job. En parallèle de ça, tu as TikTok et tu lances une agence SMMA après avoir fait quelques mois en community manager. L'agence finit par, marcher puisque du coup tu as un premier client, et en parallèle de ça, TikTok te génère aussi, quelques revenus puisque tu lances aussi du TikTok, IA. Et en fait, au moment où tu as ces problèmes à l'ego qui commencent à arriver et où voilà, tu sens que tu arrives un peu, au bout du jeu aussi parce que tu en as Mmh. marre même d'être salarié tout court. À ce moment-là, tu quittes, l'ego parce qu'en plus de ça, à côté, ça commence à marcher niveau business. C'est ça, OK, exactement, ouais. OK, OK. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement, peut-être nous écoute, a un job justement à côté, a peut-être déjà fait des tentatives ou, ose pas trop le faire mais, serait dans cette optique-là? Sachant qu'on est en début d'année donc, si jamais quelqu'un tombe sur ce podcast assez rapidement, c'est l'occasion potentiellement de profiter de ce début d'année pour utiliser cette motivation pour lancer un truc ou tenter des choses. Il y en a Ouais, beaucoup qui carrément. vont vers ça. Ce serait quoi le conseil pour toi, heu, qui serait le plus pertinent pour ces gens-là? Est-ce que c'est, quitter tout de suite votre job et puis, lancer un truc, vous prenez une formation, utilisez vos économies? Est-ce qu'au contraire, c'est juste tester des petites choses qui coûtent pas forcément d'argent, mais qui permet juste d'apprendre, et de découvrir? Est-ce que c'est un entre 2 où tu te formes un petit peu quand même parce que c'est utile mais pas trop? Toi ou même complètement autre chose, hein, peut-être Ouais. un autre conseil, qu'est-ce que ce serait pour toi le conseil de ces gens-là qui ils ont pas la certitude que c'est fait pour eux, mais par contre ils veulent explorer et savoir parce que, bah, le regret de pas avoir testé et de pas avoir, su serait trop pesant. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, moi, je suis pas du tout partisan il faut absolument quitter son travail, arrêter ses études pour se lancer, tu vois? Mmh. Moi, vraiment, je suis justement, contre ça, tu vois? Je pense que, justement, c'est une chance, tu vois? Mmh. D'avoir, cette fameuse «sécurité», je dis entre gros guillemets, et justement, j'invite ces personnes-là qui sont, en train de faire des études ou qui ont un travail, à en profiter justement, Mmh. pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que personne en fait vous force à tout quitter pour vous lancer là-dedans, tu vois? Et c'est souvent, quelque chose que, bah, les gens disent, tu vois, dans les commentaires que je vois, dans les commentaires de mes TikTok. Souvent les gens, tu vois, ils disent, «Le mec, nous dit d'arrêter nos études pour se lancer sur TikTok».
tu vois? Moi, je dis pas ça et j'ai jamais dit ça et justement, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais en train de faire des études. Quand j'ai continué l'entrepreneuriat, j'avais un travail, tu vois? Tout est une question d'organisation et si vous vous organisez bien, vous pouvez trouver du temps pour vous lancer, dans l'entrepreneuriat. 1 Mmh, heure par jour, ça fait 7 heures par semaine, c'est largement suffisant. Bon, bien sûr, ça dépend du business, mais pour moi, c'est largement suffisant, pour se lancer. Donc ouais, la première chose, c'est vraiment, déjà de ne pas se sentir obligé de quitter, son «plan» entre guillemets, sécurité. 2e chose, se former. Moi, ça, je suis complètement pour et je trouve ça hyper important. Hem, c'est vrai que voilà, bon, je sais très bien que voilà, maintenant là, en 2025-2026, il y a toujours, je pense, cet aspect un peu tabou, les formations, arnaques et cetera. mmh, Fondamentalement, c'est pas si dur de se rendre compte de est-ce qu'une formation est une arnaque ou pas. Le meilleur indicateur pour moi pour juger une formation, c'est la réussite, des élèves et si un formateur est à l'aise avec le fait de montrer justement, ce que les élèves, ont et que vous pouvez même directement les contacter, ça c'est pas, un problème, bah, mmh, faites-le et non, ouais, à comment dire? Voir à quel point, bah, les gens ont, les résultats que vous espérez atteindre en prenant l'accompagnement de la personne. Pour moi, c'est le meilleur, le la meilleure option pour juger une formation. Mais ouais, à chaque fois que je me suis lancé dans un business, j'ai toujours pris une formation. Ouais et ça, peu importe, le temps que ça mmh, allait prendre pour, trouver la somme pour l'acheter. E-commerce, je me suis formé, agence, SMMA, je me suis formé. Bon, TikTok, c'est vrai que j'ai été, on va dire un peu autodidacte, mais à l'époque des stratégies avec l'IA et cetera, c'est vrai que moi je m'y connaissais pas, il y avait pas encore ChatGPT et cetera à l'époque, hein. mmh, Donc je m'étais quand même formé pour, voir comment ça fonctionne avec l'IA et cetera, tu vois? Donc ouais, se former pour moi c'est ultra important si on veut justement éviter de perdre du temps. mmh, Et la 3e chose, c'est, utiliser ce que j'appelle la persévérance intelligente. J'utilise tout le temps ce terme-là dans mon accompagnement, parce qu'en tant que créateur de contenu, on est obligé de l'utiliser si on veut avoir des résultats. Mais c'est concrètement pas persévérer en répétant les mêmes erreurs. Parce que souvent quand et c'est ça le problème pour moi avec le terme persévérance, c'est que ça, inclut pas spécialement l'analyse, tu vois? mmh, Heu, il faut pas persévérer et continuer juste à faire ce que vous faites parce que, comme on le dit si bien, vous pouvez pas avoir des résultats différents en continuant à faire la même chose. mmh, Donc c'est hyper important de persévérer, mais en analysant ce que vous faites et en se disant: «Ouais, concrètement, OK, j'ai fait ça, j'analyse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai les résultats que je veux? Si c'est pas le cas, il y a un problème dans l'exécution, donc il faut que je change quelque chose» et continuer à faire ça et à terme, si vous continuez à faire ça, pour moi, en utilisant cette persévérance intelligente-là, on peut pas ne pas avoir de résultats. OK. C'est hyper intéressant ce que tu dis, notamment sur la partie formation pour ajouter un élément de nuance. Hem, je pense que les témoignages, c'est une super métrique. Mais c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où effectivement, il faut contacter les gens pour Mmh. avoir plus d'infos parce que sur un formateur qui a du volume, tu peux toujours avoir une grosse liste de résultats et pour autant Ouais, que bien la sûr. majorité des gens échouent totalement. Clairement. Je sais pas, tu as 2 000 personnes sur une communauté school par exemple, Mmh. qui sont donc, des communautés où notamment les accompagnements se font. Nous, c'est ce qu'on fait aussi de notre côté, je pense que toi aussi. Et pour autant, bah, tu as des communautés avec 2 000-3 000 personnes, tu as, 30 témoignages et en fait, c'est 1 des gens et tout le reste, c'est mauvais, quoi. Ouais, clairement. Et il existe aujourd'hui des outils, je crois, de comparateurs de formation, OK. et en fait, ils notent la formation avec, les éléments dedans. Est-ce que la qualité des contenus est là? Est-ce qu'il y a une pertinence pédagogique et cetera? Je Mmh. sais plus le nom de l'application, je vais essayer de la retrouver et de la mettre, en lien, ici, mais c'est hyper intéressant aussi de s'informer comme ça parce Mmh. que évidemment que tu as du bullshit, mais pour ajouter un point, pour avoir été en école de commerce, tu en as aussi dans le monde académique tout autant que dans le monde en ligne. C'est aussi intéressant de se dire que la perception du monde éducatif, elle doit changer Mmh mh. parce que, la connaissance, elle est disponible et elle est pas, comment dire? Le monopole de la connaissance et de la compétence n'est pas au monde académique qui est juste certifié par des diplômes qui sont parfois, inutiles. Mais effectivement, c'est hyper important, un de se former et 2 de se former de manière intelligente autant que de persévérer de manière intelligente. Carrément. Parce que les 2 vont de pair, en fait. Si tu te formes avec des informations qui sont soit erronées, soit débiles, Mmh. en général, tu peux persévérer et faire une analyse qui est intelligente. Si les inputs en amont sont très mauvais, en fait, en général, les outputs, que tu fasses les choses avec pertinence ou pas, c'est malheureusement, en général, c'est pas très bon. Mais en tout cas, hyper intéressant et totalement aligné avec, ce que j'en pense aussi effectivement, en fait
On peut être autodidacte, hein, comme tu le dis, mais c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps. Pour le coup, le fait d'aller Ouais, regarder carrément. des vidéos YouTube, des formations gratuites, ce genre de trucs, tu perds énormément de temps parce que, bah, personne t'aide à implémenter et tu fais beaucoup d'erreurs, en fait. Je pense que c'est surtout ça qu'il Et je faut pense que ce qui est se aussi dire. intéressant, parce que c'est bien, enfin, je pense que c'est important aussi d'apporter, cette nuance comme tu l'as fait. Mais par rapport aux formations, il y a 2 choses aussi. La 1re, selon moi et parmi les critères, parce que là, c'en était un, les témoignages, mais il y en a plusieurs, c'est que la personne, du coup, qui vous forme ait réussi à faire ce que vous voulez faire. Déjà, ça, c'est la base, je pense, de tout et que vous puissiez aussi le vérifier. Ça, c'est hyper important parce que, voilà, il y a beaucoup de formateurs qui disent: «Ouais, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça». Mais concrètement, est-ce que vous pouvez le voir, de vous-même? Ça, c'est, Mmh, important. Typiquement, je fais le parallèle avec la création de contenu parce que c'est vrai que quand je parlais des témoignages, c'était beaucoup par rapport à la création de contenu parce que concrètement, comment dire? Si on monte des témoignages d'élèves, des comptes d'élèves et cetera, bah, vous pouvez aller les voir vous-même, tu vois? Alors que mmh. souvent dans les mondes comme, l'e-commerce et cetera, personne, montre, tu vois, Ouais, ses shops et cetera. Tu vois? C'est un truc qui se c'est fait, ouais, c'est pas public, je voilà, comprends. qui se fait pas. Donc voilà et je me perds. Par rapport à la création de contenu, c'est hyper important de pouvoir, ouais, voir ce que le formateur et le créateur fait et oui, là, on a la Mmh, deuxième chose dont je voulais parler, c'était aussi le fait que, malgré tout, tu vois, tu parlais du fait que dans les formations, tu peux avoir, je sais pas, 30 personnes sur 2 000 qui ont réussi. Alors bien sûr, à voir au niveau du taux de réussite, mais c'est vrai que et moi je le remarque dans mon accompagnement et je l'ai aussi remarqué dans d'autres accompagnements, mais quand j'étais, client, on va dire, je pense qu'il y aura toujours une majorité de personnes qui fera pas le travail nécessaire, tu vois? ah totalement. Dans des formations, dans des accompagnements. Donc je suis pas sûr que ça existe une formation alors ça dépend du coup de la thématique et de ce qu'on t'apprend, mais où, il y a plus de 50. Je parle des formations, B2C, hein, pas B2B. Où tu as plus de 50 des personnes qui ont de très gros résultats et qui font le taf, justement parce que on a un peu ce truc où quand on achète une formation, les gens pensent que ça va se faire tout seul, tu vois? Et c'est là aussi la nuance que j'ai envie d'apporter. Acheter une formation, c'est bien, mais faire ce qui est demandé à l'intérieur, c'est mieux. Mmh, Donc voilà, vous dites pas que, totalement en d'accord. achetant une formation, tout va se faire et c'est sûr que vous allez avoir les résultats que la personne promet. Parce qu'en fait, la personne, peut-être que les connaissances qu'elle transmet, hem, sont vraies, ce sont de bonnes compétences, mais ces compétences-là, elles fonctionnent quand vous les appliquez, de la manière à ce que, hem, le formateur veuille que vous les appliquiez, en fait. Ça, c'est ultra important. Bah, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les seules formations que je connaisse qui ont un taux de réussite, si on peut parler de réussite, supérieur à 50 et même à 80, c'est les formations diplômantes académiques. Mmh. Genre en école de commerce, tout le monde a Ouais, son diplôme. ouais, C'est carrément. con, hein, mais c'est vrai. Mmh. Et du coup, en fait, c'est juste que la différence avec, ces formations, je préfère même parler d'accompagnement parce que les Ouais. formations pures, c'est pas les éléments qui coûtent le plus cher quand il y a pas d'accompagnement ni d'aide à Mmh. l'implémentation. En vrai, ça coûte c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est juste un regroupement d'informations qui sont censées être les plus pertinentes sur un sujet. Ouais. Des fausses informations que tu pourrais trouver sur YouTube avec plusieurs créateurs différents. C'est juste que c'est, agencé ensemble pour que ce soit cohérent et que ça ait de la pertinence à suivre, les éléments qui sont présentés. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, le taux de réussite sur un accompagnement ou sur une formation, il est toujours faible parce que la majorité des gens, ils ont enfin, ça dépend, encore une fois, tu l'as dit, entre Mmh. B2C, B2B et ça dépend aussi entre débutants, intermédiaires et Ouais, experts. carrément. Je trouve qu'un débutant, c'est hyper difficile de lui faire obtenir du résultat à court terme parce qu'en fait, il y a tellement d'autres éléments qui rentrent en compte comme, je sais pas, on parlait de discipline, bah, c'est des gens, qui ont peut-être pas encore la nouvelle identité de la personne justement qui applique ces éléments-là. C'est des gens qui justement, bah, ont jamais eu ce paradigme de faire ces trucs-là ou qui ont désappris à apprendre. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'ils appliqueront pas de toute façon et que ce sera pas du fait du formateur ou de la qualité des contenus. Mmh. Donc, c'est totalement vrai et je pense que c'est d'autant plus important du coup que sur le peu de témoignages, si jamais il y en a moins des personnes qui ont réussi, bah, d'aller contacter ces gens-là, Ouais, et de carrément. leur demander à l'intérieur de la formation et l'accompagnateur en lui-même, est-ce que c'est qualitatif?
Mmh. Est-ce que c'est bon? Est-ce que, c'est vraiment à suivre? Ou est-ce qu'au contraire ça ne vaut pas son prix? Mmh. Et heu et je pense que c'est pertinent, de le faire avec, 1 ou 2 membres, mais même plus que ça, quoi. Avoir du volume, en fait, avoir de la Ouais, data carrément. pour se dire: «OK, j'ai contacté 10 personnes, les 10 personnes sont grave contentes». Bon, bah, Mmh. effectivement, ça peut être bon, quoi. Donc voilà. Mais effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que c'est des questionnements qu'on doit autant avoir, en se mettant à la place d'un prospect que nous, en tant que, formateur, coach, consultant, se dire: «Comment est-ce que je peux faire pour que, 1 mon offre elle transpire vraiment cette exigence et cette qualité et Mmh. que 2 bah, ce soit perçu par les gens qui veulent, potentiellement se former ou être aidés sur ces sujets-là, que vraiment on se dise: "OK, ça c'est de la qualité, ça c'est premium, ça c'est ce qu'il me faut"». Et c'est des vrais éléments importants, surtout, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Hem, je le vois, là très encore plus aujourd'hui. Il y a une crise de confiance qui est monstrueuse dans le monde en ligne et je Mmh. crois que c'est Mathis Chloé qui explique justement que pour lui la nouvelle monnaie, c'est plus l'attention, mais c'est, la trust, c'est la confiance. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de ça justement? Et est-ce que c'est un élément, sur lequel tu as réfléchi ces derniers temps? En te disant: «OK, il y a cette crise de confiance et justement, moi, il faut que de mon côté, au-delà de mes propres résultats perso et de ceux de mes élèves, il faut que j'ajoute ça, il faut que je mette ça en plus en place. Comment est-ce que tu t'adaptes justement à cet élément-là? Déjà, est-ce que tu partages ce constat et si oui, comment est-ce que tu t'adaptes à ce changement-là du marché? Ouais, carrément, bah, c'est un truc qui est, hyper important et on peut pas le mettre de côté, tu vois? Je pense que tout, formateur en ligne, est au courant, tu vois? Du fait que voilà, les gens ont de moins en moins confiance, en ce milieu-là. Moi, alors je pourrais te parler de mon expérience par rapport aussi à la création de contenu. Parce que c'est vrai que bon, depuis le début, hein, moi j'ai tout de suite mis par rapport à mon accompagnement une garantie en place, tu vois? Pourquoi? Alors je sais que voilà, il y a plusieurs personnes dans l'entrepreneuriat, enfin il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément fans des garanties parce que ça peut faire un peu cheap ou quoi, tu vois? Sur certains en tout cas aspects. Mais c'est vrai que moi par rapport à la création de contenu, je considère que, voilà, dans mon accompagnement, si tu appliques à la lettre ce que je te dis, tu vas avoir des résultats, tu vois? Donc selon moi et je pense que même tout accompagnateur qui est «sûr» entre guillemets de ce qu'il propose, devrait, pouvoir faire ça. Dans mon contrat, c'est concrètement, si tu fais bon, il y a 3 critères, tu vois? Si tu remplis ces 3 critères-là qui sont atteignables, tu vois? C'est pas des critères, voilà, parce que toi comme moi, je pense, on sait que dans certaines formations, certains J'allais accompagnements, t'en parler, voilà, tu as des j'allais critères un t'en peu parler. bullshit en mode, fais 40 stories par jour, tu postes, voilà, tout ça, la garantie sert à rien si c'est des trucs qui sont faisables. Moi, je te parle de dans mon accompagnement 3 critères qui sont, bah, réalisables pour, tous les élèves. Si tu, fais ces 3 critères-là, si tu remplis pardon ces 3 critères-là et que, tu obtiens pas un certain montant financier, qui est le montant que moi je vise, en tout cas le gain que je vise pour les élèves de l'accompagnement, et ben tu peux demander un remboursement qui sera fait, au prorata, tu vois? Et ça, je l'ai D'accord, mis en OK. place dès le début parce que justement, bah, je suis sûr de ce que je propose et c'est simple parce que si tu prends tous les élèves de l'accompagnement, alors ce serait te mentir de te dire que la majorité ont eu, les résultats et ont rempli cet objectif-là. Mais si tu regardes les personnes qui ont pas, atteint l'objectif de gain que moi je mets en avant pour les élèves, heu, tu as pas qui ont rempli, les 3 critères, tu vois? Mmh, Et donc tu en as OK. aucun qui a pu être en capacité de, demander un remboursement. Parce que justement, bah, ces 3 critères-là, ils sont déterminants et si tu es pas prêt à les mettre en place et ça, c'est un truc que d'ailleurs je dis avant, tu vois? Pendant l'appel de vente, je fais part des 3 critères et je leur dis clairement: «Si tu te sens en capacité de faire ça, ça et ça, rejoins l'accompagnement, tu auras pas de souci. Si jamais dès maintenant tu sens que ça va être compliqué, pose-toi des questions», tu vois? Mmh, OK. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que et j'allais justement te sortir, l'idée, que tu as certains qui font des garanties qui sont folles. Mmh. Hem et du coup, pour ajouter un élément d'expérience dans cet échange, je dirais aussi que du coup, quand on t'envoie un contrat, lis-le, quoi. Ouais, Genre, carrément. Ah mets ouais, pas, putain. 2 minutes à lire et vas-y, c'est bon, je lui fais confiance parce que c'est mon infopreneur préféré et que, il a l'air sympa, tu vois, dans tous ses contenus, que je suis tous ses vlogs et tout. Ça veut absolument rien dire, et que, voilà, une garantie, ça se lit, un contrat, ça se lit. C'est super important parce que dans ce monde-là, justement, bah, il y a beaucoup, beaucoup de manipulation mentale, notamment dans le closing, c'est très travaillé. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont très experts dans le sujet et donc on te fait signer un contrat en ligne, et c'est OK, tu vois? Enfin, je veux dire,
on va pas se déplacer pour aller se faire signer un contrat, ça me paraît logique. Hem, Sachant que tout le monde n'est pas au même endroit et on en parlera aussi. Heu, mais c'est vrai qu'ajouter peut-être ce temps-là de, OK, je me pose sur le contrat, je le lis, bien comme il faut et si ça colle effectivement je le prends. Je pense Mmh, que c'est super important. carrément et juste, si je peux ajouter, Bien sûr. par rapport au contrat, alors forcément, tu es pas obligé de vendre, enfin de donner un contrat pour vendre ton offre. Donc si la personne te parle pas de contrat, bah, écoute, et que tu veux absolument prendre l'accompagnement, bah, fais-le. Mais, un contrat, s'il y en a un, ça se lit avant de payer Mmh. l'accompagnement. Ça, c'est un truc tout con, mais moi, le nombre d'accompagnements que j'ai pris à l'époque, en tout cas, où, j'ai demandé s'il y avait un contrat et «Ouais, ouais, bah, t'inquiète pas, tu vas le recevoir après» et tu payes et on t'envoie le contrat après. Les gars, un contrat, une fois que tu as payé, bah, ça sert à rien. Genre de Mmh. lire le contrat après, si jamais tu as envie de te résigner, la plupart du temps, les gens, que ce soit au niveau des clients ou au niveau de l'accompagnateur, personne va porter plainte, tu vois? Alors ça peut être fait, mais vu l'investissement en temps et en énergie que ça prend, vaut mieux que le contrat ce soit un «deal breaker» entre guillemets, dès le début, tu vois? S'il y a pas ce qu'il te faut dedans, plutôt que, tu signes et qu'après tu doives, faire les Mmh. démarches pour, te faire rembourser ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, c'est hyper important, ce de faire les choses dans l'ordre aussi. Contrat avant, paiement après. Totalement d'accord. Justement, on parle beaucoup de business là depuis, un quart d'heure, 20 minutes. Pour en revenir un peu à toi, puisque Ouais. comme je te l'ai dit, j'ai envie de parler, de toi aussi. Hem, Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, là actuellement, d'un point de vue accompagnement, où est-ce que tu en es? Pas forcément par les chiffres, même si tu peux le faire évidemment, mais plutôt voilà, tu as accompagné combien de personnes? Depuis combien de temps? C'est quoi tes objectifs actuellement? Voilà, déjà juste, un point un peu, disons un point business, sur là où tu en es aujourd'hui. Ouais, et beh, écoute, par rapport à l'accompagnement, j'ai accompagné, je dirais 150 personnes, environ, depuis Mmh. que j'ai commencé cet accompagnement-là spécifique à la création de contenu avec le programme de récompense. Donc ça va faire, 2 ans là. Ouais, 2 ans, là en février. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, on va dire, en termes de chiffres, pas spécialement parce que l'industrie, se porte mal, mais plus, par rapport à ce que moi je faisais, par rapport à ce que je voulais aussi, tu vois? Typiquement, bah, l'été dernier, j'ai pris une grosse pause, parce que j'étais plus motivé par le fait d'accompagner des gens, tu vois? Je pensais que j'avais fait le tour et cetera. Mmh. C'est pour ça que j'ai délégué aussi pas mal de choses, même si bon, je tiens quand même à rester dans le comment dire? Le business et quand je parle du business, c'est vraiment mon accompagnement, tu vois? Parce que je trouve ça aussi dommage, voilà, de tout déléguer au point que, les personnes comment dire? Les personnes qui intègrent l'accompagnement grâce à la personne, qu'elles ont vue justement sur les réseaux sociaux et cetera, ne soient même plus accessibles à l'intérieur. Donc voilà, je fais quand même, voilà, des coachings groupés et cetera. C'est moi qui les anime et je parle avec les élèves, mais c'est vrai que tout ce qui est acquisition et cetera, c'est plus moi qui m'en charge. Hem, donc voilà, mais non, sinon, là, on est en train de mettre plein de choses en place. J'ai délégué justement un peu tout l'aspect, marketing et cetera. Je fais quand même la création de contenu, hein, pour, avoir des prospects, des leads et cetera. Mais voilà, j'ai mis en place des pubs, ce que je faisais pas avant. Avant, moi, tout mon business, il a reposé sur l'organique pendant très longtemps. Maintenant, voilà, je suis passé un peu aux ads et non, en fait, ouais, ce qui est bien dans l'organique, en tout cas, c'est que, moi, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, que fait mon business dépend uniquement, alors plus maintenant parce que je fais des ads, mais il dépendait pendant longtemps et ça dépend aussi toujours un peu, de ma capacité à créer du contenu, tu vois? Donc j'ai envie de te dire, bah, plus je crée du contenu et plus je suis motivé à créer du contenu, bah, plus j'aurai, de chiffre d'affaires et moins je ferai de contenu, plus mon chiffre d'affaires sera bas, tu vois? OK. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est plutôt clair comme, comme point. Est-ce que tu saurais me dire un petit peu là, tu vois, tu m'as dit que tu avais fait une pause, l'été dernier par crise de sens. Depuis, tu as repris. Ouais. Hem, du coup, c'est quoi les objectifs? Dans un premier temps déjà, partons là-dessus. Est-ce que tu as des objectifs de chiffres? Est-ce que tu as des objectifs de nombre de personnes accompagnées, de peut-être des métriques spécifiques, genre, je sais pas, le taux de réussite, de Mmh. tes accompagnés? Est-ce que tu t'es vraiment fixé, genre, un cadre, spécifique, un seul focus ou est-ce qu'au contraire, c'est beaucoup plus large que ça? Comment est-ce que tu vois l'avenir de manière générale, en fait, pour ton accompagnement? Beh, écoute, je me pose encore cette question. Je OK. me pose encore la question. C'est vrai que moi, tu vois, par rapport,
aux objectifs, c'est assez compliqué, justement là, bah, après notre petit call là, je suis censé, me poser aussi là-dessus pour 2026 pour voir, ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place et cetera. Mais c'est vrai que j'ai un peu comment dire? Cette crise identitaire par rapport à qui je suis dans l'entrepreneuriat parce que, j'ai une grosse partie, entrepreneuriat justement et une grosse partie création de contenu. Alors certes, la création de contenu, c'est l'entrepreneuriat aussi, on va dire, mais d'un côté, je suis, formateur, accompagnateur et de l'autre côté, je suis créateur de contenu. Et c'est vrai que c'est compliqué, tu vois, de prendre une décision parce que j'ai l'impression que je dois prendre une décision, tu vois, sur, lequel de ces 2 rôles devrait, prendre, le dessus sur l'autre, tu vois? Mmh. Donc voilà, là, je suis encore en train de réfléchir à tout ça. Hem, j'ai envie de te dire par rapport à la création de contenu, mon objectif c'est, de créer la plus grosse communauté possible et que vraiment, les gens, soient le plus engagés possible, avec moi, tu vois? Pour pouvoir, derrière créer une grosse communauté, créer des projets, voyager, hem, pouvoir, ouais, développer de plus gros projets dans la création de contenu, tu vois? Là, je me suis lancé sur YouTube et cetera, donc j'ai envie de faire énormément de choses. Mais de l'autre côté, il y a cet accompagnement qui, tu vois, que je pense pas pouvoir arrêter parce que, en tant qu'entrepreneur, je vois aussi, tu vois, le potentiel, de ce business et ce serait con de ma part de l'arrêter alors que ça fonctionne et que je peux aussi aider des gens, tu vois? Parce que typiquement, moi, la cible de cet accompagnement, c'est le moi d'il y a quelques années, tu vois? Donc je trouvais ça dommage. Et mon objectif, si jamais j'avais pas la création de contenu à côté, ce serait de faire de cet accompagnement, le plus gros accompagnement francophone en tout cas, dans la création de contenu, tu vois? Que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, vraiment, globalement et faire en sorte qu'une personne qui intègre cet accompagnement, elle ait tout ce qu'il lui faut pour, pouvoir, devenir créateur de contenu. Mais voilà, je sais pas encore sur quel pied danser. Hem, je je sais pas. C'est complexe cette question, je Je me vois la ce que traîne tu veux depuis pas dire. mal de temps déjà. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, on va peut-être pas passer tout le podcast à faire ça, mais puisque de toute façon, c'est un point que tu vas faire après, je vais peut-être essayer de creuser un peu plus. Peut-être que ça te Mmh. donnera des pistes après et que ça peut être intéressant, je pense, Ouais, de voir carrément. quelqu'un, notamment quelqu'un qui justement est déjà bien développé, se poser ces questions-là parce que, il y a Mmh. des gens qui finalement commencent et se disent, probablement que ces gens-là, ils se posent jamais de questions, que tout se passe bien pour eux, qu'ils ont aucun problème. Bien au Yes. contraire, je trouve ça super intéressant de de le visualiser, de se dire: «Ah, Mmh. quelqu'un qui a réussi, en fait, c'est pas, la vie facile juste parce que», il y a une phrase d'ailleurs qui Ah ouais, explique non, ça, non. qui dit, en fait, enfin, on imagine que quand on a éliminé le problème de l'argent, tout va bien et que tous les autres problèmes sont dérisoires. En fait, comment dire? Mmh. On n'a pas supprimé les problèmes, on a juste changé leur nature, et leur nature est pas forcément plus Mmh. agréable, parce que quelqu'un qui a plus d'argent, il peut avoir des Ouais, problèmes de carrément. famille, qui sont parfois beaucoup plus douloureux qu'un manque d'argent. Il peut avoir énormément Mmh. de soucis qu'on n'imagine pas, et Ouais, je trouve ça carrément. super intéressant. Hem, pour creuser un peu, est-ce que tu saurais dire, ce qui t'importe le plus? Parce que tu m'as donné beaucoup, beaucoup de projets différents. Heu, Ouais. j'imagine que comme beaucoup d'entrepreneurs, tu es un peu touche à tout, en tout cas, c'est ce qui en ressort. Tu aimes bien tester des choses, tu aimes bien découvrir, tu aimes bien explorer. Mmh. Hem, C'est aussi mon problème. c'est ton problème et en même temps peut-être ta force aussi, Mmh. puisque tu crées beaucoup de contenus différents, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Tu parles d'animaux, de business, tu parles, aussi de tes voyages, Ouais, certains carrément. vlogs et cetera. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, qui ressortent, donc c'est super intéressant. Hem Qu'est-ce que tu dirais qui te définit le plus? Pas forcément, en termes de typologie d'activité ou nature d'activité, mais plutôt, Ouais. heu, si on pense à Arzy, si tu penses à toi, tu te regardes de l'extérieur, Mmh. hem, ce serait quoi le l'action majoritaire de ta journée? Genre, si tu as 24 heures par jour, je te parle Ouais. pas de dormir évidemment, heu, qui est une action en soi, mais quand tu es éveillé, quelle action, te définirait le plus? Quelle, tâche, quelle façon d'agir te définit le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Est-ce que c'est créer du contenu? Mmh. Est-ce que c'est faire de l'argent? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est, serrer des mains, discuter avec des gens? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un élément qui ressort là comme ça, sans réfléchir? Ouais, c'est clairement la création de contenu, tu vois? C'est la création de contenu, c'est chercher des idées, c'est faire du montage vidéo aussi, c'est un truc que je kiffe. Pouvoir voyager et créer du contenu en même temps, tu vois? Tout ça, c'est vraiment des trucs qui me passionnent et Mmh.
et si j'avais jamais fait cet accompagnement, j'aurais été, très satisfait en tant que créateur de contenu, tu vois? Et ouais, non, c'est clairement le truc qui me fait vibrer, tu vois, je pense. Donc c'est créer, c'est pas forcément animer d'une communauté, c'est plutôt créer juste le contenu en lui-même? Ou est-ce que l'aspect communautaire, l'aspect il y a des gens qui interagissent avec moi, ça te plaît aussi? Autant, je veux dire. C'est une bonne question. Tu poses des bonnes questions. J'essaye, j'essaye. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que je t'avoue que et je sais pas, peut-être que je suis le seul ou peut-être pas, tu vois? Mais plus le temps passe et moins comment dire? Je porte d'importance à, pas à la communauté en elle-même, tu vois? Mais aux interactions. Dans le sens où c'est Mmh. vrai que maintenant que je fais énormément de contenu, de TikTok et cetera, il y a des fois où je regarde même pas les commentaires ou en tout cas c'est plus instinctif, tu vois? Ça l'était vraiment au début et maintenant, c'est vrai que tu as cet, aspect un peu de performance, surtout sur TikTok parce que, bah, TikTok, c'est là où tu gagnes de l'argent, où, bah, Mmh. tu vois le nombre de vues que fait ta vidéo, tu vois combien tu gagnes, tu es content. Mais voilà, les commentaires, ça m'arrive de tomber dessus et du coup de me taper des barres parce que, beh, je trouve ça très très drôle et je fais en sorte de les regarder de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est moins quelque chose qui, c'est pas un critère pour moi, tu vois? C'est pas le truc qui me fait vibrer. Je pense, j'aime vraiment créer du contenu et Mmh. après, beh, quand je vois que la vidéo fonctionne, c'est que fondamentalement le contenu que j'ai créé plaît, tu vois? Donc juste cette métrique-là, le fait que la vidéo fonctionne, ça me suffirait presque, comme retour, mais ça, c'est aussi grâce au format court, tu vois? Mmh. Le format court, beh, voilà, tu fais énormément de vidéos et cetera, donc les retours que tu as, bon, ils sont des fois pertinents et des fois, bon, voilà, c'est juste les gens, ils commentent par rapport à ce que tu as dit et ça, c'est pas forcément intéressant. Mais c'est vrai que, par exemple, sur des plateformes comme YouTube, où là, tu vois, j'ai fait ma première vidéo de format long, beh, je me Mmh. suis vu à chaque fois que j'avais un commentaire, regarder le commentaire, répondre et cetera. Parce que quand plus tu passes de travail, du coup, sur une vidéo et plus l'avis des gens t'importe, tu vois? Et je pense que c'est aussi le bémol avec le format court, tu vois? C'est hyper intéressant ce que tu dis et ma question, elle était, évidemment un peu pas piège, mais, orientée. Mmh, Je te pose la question parce que je trouve ça super pertinent de choisir un modèle business en fonction de ses aspirations et mmh, ce que tu me dis là, c'est que l'interaction avec les gens, elle te déplaît pas, c'est pas un truc qui te non, répugne et d'ailleurs tu as lancé un accompagnement aussi pour ça. ouais, Mais cette crise-là, elle est hyper intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui la rencontrent, parce que des fois ils ont choisi un modèle où ils sont très performants, où mmh, il y a un potentiel, où il y a du cash qui se crée, mais qui est pas du tout aligné avec ce qu'ils veulent, ouais, en fait, ce qu'ils aiment profondément. Alors il y a je pense qu'il y a je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a une phase où quand tu débutes, on s'en fiche pas mal de ce que tu aimes faire ou pas. Il faut juste faire mmh, parfois des tâches inconfortables ou ouais, lancer des choses qui te plaisent pas, mais ça marche, et ça te permet de te faire la main, disons ça comme ça. Mais je trouve ça super pertinent parce que du coup, maintenant que tu es à un stade où ça se développe super bien, peut-être que le mieux pour toi, ce serait de plus du tout avoir à gérer cette partie business, mmh, et qu'en fait le cash tombe tout seul via un contenu. Tu me disais que tu avais beaucoup délégué de choses. mmh, Peut-être qu'un modèle où, tu as un low ticket, donc un format qui est beaucoup moins cher, qui en fait est acheté via ton contenu et en fait tu fais juste un appel à l'action dans le contenu et tu gères pas le reste. Peut-être que c'est plus adapté ou en tout cas que ça peut se creuser. Je trouve ça intéressant en tout cas de se dire que en fait ce que tu aimes vraiment c'est créer du contenu, pas forcément faire des appels de vente ou interagir avec les gens, non pas que ça te fasse peur, mais c'est pas ton plaisir principal et peut-être que là, la phase à laquelle tu es actuellement te donne, tu vois, on parlait de luxe tout à l'heure, c'est peut-être justement le luxe d'avoir le choix de: «OK, maintenant j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire» et mmh, je trouve ça super pertinent parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir ce problème-là, hein, clairement. mmh. C'est pas forcément simple ou agréable en fait, parce que du coup, c'est la question c'est est-ce que je vais regretter de, privilégier l'un plutôt que l'autre? Si tu privilégies le business, bah, du coup, tu prendras peut-être moins de plaisir. Si tu privilégies la création de contenu, tu auras peut-être juste plus d'argent ou ça se passera pas du tout bien Ouais, tu vois, c'est ça et aussi le c'est l'aspect super intéressant, financier, hein. ouais, il faut le Mmh, prendre en compte aussi, tu vois? Et c'est d'ailleurs pour ça que, j'ai pas pris la décision de tout lâcher au niveau du business et de me mmh, lancer uniquement dans la création de contenu, même si je pourrais vivre, très confortablement, hein, en étant créateur de contenu, en tout cas beaucoup plus que la moyenne des Français, même plus que ça encore, tu vois? Tu peux carrément être libre financièrement grâce à la création de contenu. C'est d'ailleurs ce que je transmets dans mon accompagnement. Mais c'est vrai que, voilà, tu vois, je suis tiraillé aussi parce que le business en lui-même, ça reste quand même, je pense, une passion. Mais déjà, le fait d'avoir délégué quasiment tout, c'est quelque chose qui m'a vraiment soulagé, tu vois? mmh, Justement, je te parlais de l'été dernier, j'ai fait une grosse pause
parce que j'étais vraiment dans une dynamique de soit je délègue tout, soit j'arrête, en fait, tu vois? Mmh, Parce que je là, vois. vraiment, je pouvais pas continuer parce que ça me faisait plus rien, tu vois? Mmh, Donc ouais, je pense que c'est une première étape, mais dans tous les cas, ouais, je pense que je vais essayer de bien, tu vois, jauger, par rapport à ce que j'aime, donc la création de contenu forcément, tu vois? Faire en sorte que ça atteigne un niveau où, beh, si jamais je passe beaucoup moins de temps dans l'accompagnement, comment dire? Ça aura pas énormément d'impact sur moi non plus, tu vois? C'est ça qui est important. OK. Je trouve ça super intéressant et tu vois, les questions que je te pose, en fait, c'est pas forcément, enfin, je suis pas en mode coaching, tu vois? Mmh. Mais c'est plus, je trouve ça hyper intéressant de montrer le type de questions qui serait à se que qu'il faudrait se poser dans ce genre de situation à n'importe qui pourrait vivre une crise de ce genre-là Ouais, ou qui, carrément. même hésiterait juste à se lancer. Je trouve que c'est super intéressant de se dire, en fait, n'importe qui peut se poser les mêmes questions, et notamment les gens qui réussissent sont des êtres humains comme tout le monde et se posent Mmh. des questions qui sont très similaires aux nôtres. Ouais, Heu, carrément. je trouve ça hyper important de c'est un de mes proches qui avait, cette expression de «destariser» en fait les gens, Ouais. de retirer cet aspect star, télé ou même création de Mmh. contenu, tu vois? On voit pas les gens, en direct, on les Ouais. voit à travers la caméra, on se dit: «C'est des gens, inatteignables», c'est juste des êtres humains, heu, qui, heu, qui se mettent devant une caméra et qui parlent Ouais, carrément. et à qui on a donné beaucoup d'attention. Mmh. Et justement à propos de ça, puisque tu me parles beaucoup de création de contenu, que c'est vraiment ta passion, hem, il y a un vrai débat, je sais pas si tu suis beaucoup la politique, moi, pas mal. Il y a un vrai débat sur, le téléphone chez les jeunes, sur, le jeu d'attention, sur ce genre de choses et du coup forcément et il parle beaucoup de TikTok notamment. Ouais. Il y a beaucoup de controverses autour de la plateforme. Je trouve ça super intéressant d'en discuter. Pas que de la plateforme, mais aussi même du modèle format court, hein, mais Mmh. déjà dans un premier temps, comment est-ce que toi tu abordes ces questions-là? Est-ce que c'est des questions que tu te poses vraiment? Dans le sens où, bah, tu as des contenus business qui sont très éducatifs, des contenus qui sont plus divertissants sur, les animaux, où on apprend des choses, et puis en même temps où il y a des jeux de rôle, d'humour, de ce genre d'éléments qui sont plutôt divertissants. Hem, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu te poses des questions de, «OK, je crée du contenu qui est du format court, est-ce qu'il y a des questions soit d'éthique ou même de, comment est-ce que je peux faire pour que mon ongle soit vraiment utile aux gens et apporte une valeur qui est plus que juste, «j'amuse la galerie» entre guillemets? Mmh. Comment est-ce que tu te poses sur ces questions-là? Bah, écoute, ça c'est simple par rapport déjà au téléphone avec les jeunes. Mmh mh. Moi, tu vois, je pense que bon, je pense que toute génération, pense être la meilleure, tu vois? Ça, c'est un truc qui est bien connu. Mais par rapport au rapport que nous, on a eu avec les téléphones, tu vois? Je trouve qu'il a été bien dans le sens où, voilà, aujourd'hui, tu vois des personnes qui, en primaire, ont déjà un téléphone, ont déjà TikTok et cetera. Ça, c'est, Mmh. enfin, en tout cas, moi, pour mes enfants, ce sera hors de question, tu vois? Moi, mon téléphone, je l'ai eu, quand je suis entré au collège et c'était un modèle vraiment standard, quoi. Un modèle, que tu utilisais pour, téléphoner, prendre des photos, des vidéos, point. Tu vois? Il y avait pas de Mmh. Facebook, pas de réseaux sociaux dessus et je pense que par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à TikTok, tout ça, on devrait juste être plus strict sur, l'âge, tu vois? Mmh. Qu'on doit avoir pour utiliser ces plateformes-là et qu'en fait, juste les parents fassent plus attention, tu vois, à leurs enfants, tout simplement. Je pense pas que ce soit vraiment la plateforme en elle-même le problème, même si bon, forcément les réseaux sociaux, est-ce que ça a plus d'avantages que d'inconvénients par rapport au monde? Je sais pas, tu vois? Ça, c'est un trop gros débat pour, pour que je me positionne dessus. Mais voilà, forcément, tu vois, quand tu es addict, enfin les réseaux sociaux et le téléphone, c'est une addiction comme une autre, tu vois? Mmh. Et je pense qu'il faut savoir, bah, se gérer et comment dire? La régler, mais c'est exactement comme la cigarette, tu vois? Aujourd'hui, la cigarette, c'est interdit pour les enfants, les adultes, bah, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est une addiction comme une autre. Donc ouais, je pense que par rapport à ça, le téléphone, je la vois vraiment, enfin, je vois vraiment cette addiction comme, et les réseaux sociaux comme la cigarette. Donc pour les enfants, c'est interdit. Pour les «ados» entre guillemets, bah, tu de réguler un peu, en sachant que, bah, ce sera toujours compliqué de le faire, tu vois? Et les adultes, bah, ils se débrouillent. Mais C'est hyper intéressant, OK, parce que du coup, j'ai une vraie question, ouais. qui est de l'ordre, éthique. Parce que moi personnellement, je vois pas forcément les réseaux purement comme de la cigarette dans le sens où c'est, comment dire?
ça peut avoir un aspect très positif pour les gens, même sur du format court, même si je trouve que le format long est évidemment plus intéressant. C'est pour ça que je fais du podcast, Ouais. parce qu'il y a plus de valeur et qu'on apprend des choses qu'on peut vraiment appliquer. Sur du format court, c'est plus dur, mais il y a des moments où on apprend des choses, où on motive les gens, où il y a des éléments utiles. Mais du coup, toi qui considères ça comme de la cigarette, est-ce que du coup tu te sens acteur, de la création d'une drogue ou pas? Non. C'est une bonne question et peut-être que je devrais me remettre en question, mais bah, dans les faits, j'ai envie de te dire oui, mais comment je me perçois, je vais pas aussi loin dans la réflexion, je t'avoue. Mais bah, c'est vrai que moi, par rapport à mon contenu, tu vois, j'essaie quand même de de rester dans le réel et de transmettre déjà des informations qui sont véridiques, tu vois? Ça, c'est Mmh. un truc qui est hyper important. Je préfère, faire moins de vues et moins avoir de moins bonnes stats, hem en disant la vérité plutôt que donner des informations erronées, tu vois? Et faire énormément de vues, tu vois? C'est un truc auquel je fais toujours attention. D'ailleurs, ça m'arrive de m'inspirer de vidéos qui existent déjà et à chaque fois que je m'inspire d'une vidéo que j'ai déjà vue, tu vois? Je fais toujours, en sorte de valider les infos, même si la personne a déjà tourné, elle a déjà posté et cetera. Pour moi, pour m'en inspirer, je recherche, je valide les infos. Il y a énormément de vidéos que j'ai abandonnées, tu vois? Qui avaient un gros potentiel juste parce que la personne racontait, c'était du bullshit, tu vois? Ouais. Et vraiment la désinformation, je suis, totalement contre. Donc ouais. Alors je crée du contenu et ça me passionne et je participe à ce système-là qui, voilà, chacun peut juger, mais je fais en sorte, voilà, de le faire pour, rester pertinent, tu vois? Et faire en sorte de pas, partager la désinformation parce que je pense que c'est le plus grand danger, des réseaux sociaux. Si on met de côté le fait que, voilà, on passe moins de temps à l'extérieur, on passe moins de temps à connecter avec les gens, ça c'est des problèmes, tu vois? Mais qui, bon, sont «moins graves» entre guillemets que des problèmes comme, la désinformation, selon OK. moi. OK, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est en vrai, au-delà de la blague, c'est hyper intéressant de se dire que, même les créateurs sont les premiers conscients et d'ailleurs, c'est pas que le cas sur les réseaux sociaux, pour les créateurs de contenu, mais même pour les créateurs de ces réseaux-là. Ouais. Steve Jobs interdisait à ses enfants d'avoir des écrans, Mmh. comme, d'ailleurs, Bill Gates. Mark Zuckerberg est très strict aussi avec les réseaux sociaux sur ses enfants. Donc en fait, hem les créateurs eux-mêmes sont conscients du danger, et du fait que, bah, voilà, ça reste, néfaste à haute dose. Mmh. Et donc du coup, c'est super pertinent. Et du coup, comment est-ce que tu l'abordes auprès de tes clients aussi? Est-ce que ça peut être ne pas être le cas et un sujet, intéressant en termes de débat? Mmh. Hem, Est-ce que c'est un point dont tu parles? Le fait de justement faire du contenu qui soit pas du bullshit, est-ce que, créer du contenu qui soit pas juste du divertissement, mais qui apporte une vraie plus-value sur un marché ou sur, une niche, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles un peu, beaucoup, qui est central? Comment est-ce que tu le mets en avant ou pas? Ouais. Alors par rapport à ça, c'est assez simple. Dans mon accompagnement, j'incite les gens à dire la vérité, tu vois? À dire la vérité, à ne ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, tu vois, d'avoir, des av enfin des pas des débats, mais, des sujets où des élèves me posent des questions: «Est-ce que, je peux dire ça?» et cetera. Moi, je leur dis: «Bah, en disant ça, tu mens et c'est pas bien de faire la désinformation et cetera», tu vois? C'est pas Mmh, un truc que, je te mentirais si je te le disais que je l'incorpore à ma formation en mode, mettez enfin, disez toujours la vérité et cetera. Peut-être pas à ce point-là, mais ouais. quand la question, fait surface, je les incite du coup, voilà, à pas participer à de la désinformation. Mmh. Mais, qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Oui, c'est vrai que par rapport aussi à TikTok, par rapport à ce contenu éducatif et cetera, malgré moi, du coup, je suis obligé d'inciter, mes élèves à faire du contenu qui sert et qui est éducatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur TikTok, on a ce qu'on appelle la récompense supplémentaire. C'est, une nouvelle partie du programme de récompense qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment rémunéré sur TikTok. Parce que si on prend la récompense standard, on gagne que dalle, tu vois? Et cette récompense supplémentaire-là, on l'obtient uniquement si on fait du contenu qui est, alors il y a 3 critères, mais un des 3 critères, c'est faire du contenu qui est spécialisé sur une thématique et qui est, plus ou moins éducatif, tu vois? Donc OK. je suis obligé d'inciter les élèves, à faire du contenu,
qui est un minimum intéressant, tu vois? Pour qu'ils puissent, gagner de l'argent et donc obtenir, le gain que moi je promets, dans mon accompagnement. OK. C'est intéressant et autre question du coup, Ouais, quand tu as des appels de vente ou quand, tu as des clients qui rentrent dans l'accompagnement, avant de les faire rentrer, est-ce que pendant cet appel de vente, tu fais une forme de sélection? Alors, toutes mesures gardées, tu vois? Comment dire? Il y a les discours tu sais, qui jouent sur la FOMO, ouais. en mode, voilà, les places limitées, sélection et cetera. Est-ce Mmh. que et nous, ça nous est déjà arrivé, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des prospects qui étaient uniquement là pour faire de l'argent, quitte à justement, soit dire des fake news, soit, faire du contenu sur des thématiques qui semblent totalement, pas éthiques. Je Mmh. pense à de l'OFM, je pense à, ce genre d'éléments. Est-ce que justement, soit tu sélectionnes et tu dis: «Ça c'est non, c'est pas dans mon accompagnement» ou Ouais. est-ce qu'au contraire, «business is business» entre guillemets? Non, 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 ouais, non, clairement pas, business is not business, si c'est ce business-là. Non, non, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir alors ça m'est pas arrivé tous les 4 matins, Dieu merci, Bien sûr. mais ça m'est déjà arrivé d'avoir, alors des personnes si soit par rapport à leur comportement, tu vois, je savais que ça allait être insupportable d'accompagner des gens Mmh. comme ça et dans ces cas-là, non, tu vois, je sélectionne. Ça m'est déjà arrivé aussi alors les personnes qui veulent gagner de l'argent avec la création de contenu, qui sont «prêtes à tout» entre guillemets, hem, ça je suis OK avec ça, tu vois? Il y a pas de problème, mais faut pas que ça ait un impact négatif dans le sens où il y a plein d'élèves dans mon accompagnement qui ont commencé avec une niche qu'ils affectionnaient pas particulièrement, juste parce Mmh. qu'ils voulaient gagner de l'argent, tu vois? Et ça pour moi, il y a pas de souci tant que ta niche, c'est pas un truc, de fou, tu vois? Illicite ou quoi, bah, aucun problème. Mais c'est vrai que voilà, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir par exemple, une femme qui faisait du contenu, très explicite et tout, tu vois? Enfin alors, pas forcément dans ses vidéos, mais ça avait une portée un peu, bah, sexuelle et tout, tu vois? Et ça je lui ai dit que concrètement, ça servait à rien qu'on continue l'appel parce que c'est pas, c'est pas, ce que moi je propose et je serais pas à l'aise, de travailler avec une personne comme ça, tu vois? Enfin en tout cas avec du contenu comme ça. Mmh. Donc ouais, non, par rapport à ça, il y a une sélection qui est faite. Après voilà, si ça arrive, trop peu, Dieu merci toujours, pour que voilà, on parle vraiment de sélection de critères ou quoi. Mais voilà, moi sinon le seul critère, c'est vraiment que les gens soient motivés et heu et que qu'ils soient vraiment impliqués, tu vois? Et la sélection, elle est vraiment faite là-dessus parce que, bah, je prends en compte le fait que dans les formations, certes, les élèves, je les intègre et cetera, il y a pas de souci, mais le but, c'est qu'elles puissent avoir des résultats, enfin que les élèves puissent avoir des résultats et si je sens dès le début que voilà, ça va pas le faire et que ce projet, il est pas assez important pour eux, pour qu'ils puissent réussir dans l'accompagnement, bah, je préfère leur dire, tu vois? OK. Je vois totalement et ça, je me doutais un peu de l'idée, mais je trouve ça important de visualiser ça parce que tu as des accompagnements qui s'en foutent complètement, Ouais. et je trouve ça très pertinent justement de se poser sur ces questions-là. Hem, Parlons un tout petit peu vu qu'on est encore sur les formats. Mmh. Hem, Aujourd'hui, tu t'es lancé il y a très peu de temps sur YouTube. Ouais, Déjà, première question, pourquoi est-ce que tu es parti sur YouTube alors que tu étais excellent en format court? pour gagner plus d'argent. Tout simplement. OK. C'est, l'argent, c'est le critère numéro un et ce serait mentir de dire le contraire. Le critère Mmh. numéro 2, c'est aussi parce que, bah, justement avec YouTube et c'est ce que un peu je t'ai dit tout à l'heure, t'as as plus le temps justement de t'amuser, tu vois? De t'amuser, de faire du contenu qui te fait kiffer et du contenu qui te ressemble plus et c'est aussi ça, tu vois, qui me manquait. J'ai une communauté, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus engagée, mais c'est vrai que le format court, tu vois, avec le contenu que je fais, tu vois, moi je fais du contenu, éducatif, c'est très compliqué pour moi de faire transparaître ma personnalité par l'intermédiaire du format court. Enfin, pour l'instant, à cause du contenu que je fais, tu vois? Donc je me suis dit aussi que me lancer sur YouTube, ça pourrait me permettre d'essayer de, ouais, potentiellement me mettre plus en avant et faire plus transparaître ma personnalité et donc créer une communauté, plus engagée. Mais c'est OK, vrai que l'aspect financier, c'était le premier critère, ouais. OK. Je te pose la question parce que, tu vois, je te parlais notamment de la controverse sur les formats courts parce que ça apportait peu de valeur, que ça abrutissait pour certains d'entre eux, Ouais. et que ça garde une attention, et que ça peut jouer sur le cerveau et cetera. Là où les formats longs, hem, ont, cet aspect beaucoup moins,
sais, tu pas le scroll, t'as pas, le changement d'éléments qui fait que les effets sur le cerveau sont pas du tout les mêmes. Ouais. Hem Est-ce que tu trouves, toi, en tant que consommateur déjà, plus de valeur sur des formats YouTube? Tu me parlais de vidéos de motivation tout à l'heure, du monde anglophone et cetera, de ce que tu consommais. Est-ce que c'est plutôt les vidéos YouTube ou des formats courts que tu consommes? Et est-ce que la raison, c'est que tu y trouves plus de valeur ou est-ce qu'il y a une autre raison à ça? Les, formats motivation, tu m'as dit? Ouais, bah, même les vidéos que tu consommes de manière générale, en vrai. OK, alors par rapport du coup au format motivation, c'est vraiment YouTube. C'est Mmh mh. vraiment que du YouTube. Par rapport à ce que je consomme, c'est vrai que moi, je fais partie de la team, alors en fait, ça dépend, tu vois? Ça dépend des périodes. Il y a des moments où je suis vraiment format long avec YouTube et cetera, mais globalement, je consomme quand même beaucoup de formats courts, tu vois? Mmh. Heu, ouais, ça dépend des périodes, mais globalement, ouais, je dirais quand même format court pour te donner une réponse, concrète. OK. C'est hyper intéressant. Je pense que le format court, enfin, dis-moi si je me trompe, mais tu le regardes aussi par souci d'analyse et de volonté d'être à la page sur ce qui se passe aussi sur les plateformes, au-delà d'être consommateur. Je Ouais, me J'imagine que tu es les ouais, 2, hein, ouais, je ouais. voilà, on l'est tous un petit peu, mais c'est toujours intéressant de rester à la page et de regarder les contenus, même si je pense que ça te demande pas un effort monstrueux non plus, dans le sens où, bah, c'est du divertissement en plus, donc voilà, Ouais, après, c'est tu toujours vois, je fais plaisant. vraiment la part des choses, hein. Quand je suis en train de travailler, bah, je peux consommer du format court, mais c'est vraiment dans le cadre du travail, trouver des inspirations et cetera. Mmh. Mais quand je suis sur mon tel, et que je travaille pas, je suis vraiment Ouais, en OK. mode zombie, quoi, tu vois? Oui, donc je vois très bien. Mais du coup, ouais, tu sépares bien quand même la consommation divertissement de la Ah consommation ouais, pro et analyse. ouais, OK, super clairement. intéressant. D'ailleurs dans cette partie analyse, est-ce que tu as intégré l'IA à ce que tu fais ou pas du tout? Ouais, carrément. Carrément, carrément, ouais. C'est vrai que par rapport à l'IA, je l'utilise beaucoup. Alors dans l'accompagnement, tu vois, pour les élèves aussi, pour qu'ils puissent, Mmh. s'aider de l'IA sur certaines étapes. Mais moi aussi, je crée de alors pendant une période, j'ai vraiment créé mon contenu, quasiment uniquement avec l'IA, tu vois? Mmh. Mais c'est vrai que, j'ai fait alors, créer mon contenu, que qu'on soit clair. C'est m'aider pour trouver les sujets et cetera et potentiellement quand je galérais sur certaines phrases ou quoi, m'aider vraiment de l'IA pour ça. Mais c'est vrai que je trouve que, il faut quand même à chaque fois que je repasse derrière, tu vois? On n'est pas arrivé, en tout cas par rapport à la création de contenu, à un point où, je peux créer mon contenu avec l'IA et je me rends compte que, bah, c'est parfait, tu vois? Et c'est exactement, comment moi je l'aurais dit et cetera, tu vois? Donc, Mmh. dans tous les cas, je suis obligé de repasser derrière. Mais c'est vrai que pour mon contenu sur les animaux, parce que là, je te parlais plus, du contenu business, le contenu sur les animaux, je préfère le faire, moi-même, tu vois? Parce que, beh, Mmh. justement, il faut que je réussisse à faire transparaître ma personnalité et cetera et heu et c'est ultra important. Mais pour vérifier mes infos et cetera, j'utilise beaucoup l'IA pour le coup. OK, super intéressant. Hem, je te dis ça parce que je suis tombé sur quelque chose il y a pas si longtemps et c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place depuis, 3-4 mois. C'est OK, un agent IA qui va scraper, tous les contenus de certains créateurs, OK, en analysant du coup ceux qui ont le plus de commentaires, plus de likes et cetera, les raisons pour lesquelles, le contenu a percé, le transcript et tout. Je trouve ça intéressant justement de de voir à quel point l'IA, ça devient de plus en plus présent et utile. Pas ouais. forcément en front-end, en mode, les contenus IA ou même le script, Mmh, mais plutôt en back-end, dans l'analyse, dans la data, dans la récupération, le scrapping. C'est super carrément. intéressant, je trouve. Et tu vois, l'agent IA qu'on a créé, il marche pour, Insta, LinkedIn, TikTok, YouTube. En fonction de la plateforme, du coup, il va scraper différentes infos. C'est assez intéressant en vrai, de se dire: «OK, les top performers, c'est quoi leur meilleur contenu? Pourquoi est-ce que le contenu a marché? Qu'est-ce qui est duplicable ou pas?» C'est assez intéressant, ouais. Par hasard, est-ce que l'agent IA, comment dire? Il récupérerait pas les vidéos les plus populaires, d'un compte Instagram? Pas les plus populaires, il récupère tout et après en OK, fait, il y a pas de tri qui est fait ou quoi? le tri, il est fait après. C'est-à-dire qu'en gros, après, tu mets un filtre et tu mets juste les contenus les plus, qui ont le mieux marché, en fait. Ça m'intéresse. Écoute, je t'en parlerai après le podcast, mais ouais, ça, on l'a mis en place, pour Trop nos bien. clients. Je te montrerai si tu veux, Ouais, une carrément. vidéo explicative du truc, c'est pas mal. Mais ouais, donc effectivement, il y a ça et du coup, on le met en place manuellement pour chaque client parce que ça OK. demande une petite manip et tout, pour le setup, mais voilà.
Et puis qu'est-ce que je voulais dire de plus? Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point ce genre d'éléments s'implémentent dans la Mmh. création de contenu, à quel point ça évolue. On parlait de format long. Hem, Qu'est-ce que tu as envie de créer sur, YouTube que tu as pas créé, sur le TikTok? Tu me disais que tu voulais plus t'amuser et peut-être, heu, parler plus longuement, montrer aussi plus ta personnalité. Mais Mmh. plus concrètement, qu'est-ce que tu as envie d'apporter sur le marché YouTube? En plus du fait que ça te rapportera du cash, il y a aussi le moyen, je l'imagine bien, Mmh. surtout que tu es stratège de contenu. Hem, Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Est-ce que tu as envie de montrer des systèmes? Est-ce que tu as envie de montrer, des manières de penser? Est-ce que tu as envie de divertir? Est-ce que tu as d'idées, voilà, de ce que tu vas Mmh. apporter, du format que tu vas créer? Comment est-ce que tu vois la suite pour YouTube? Ouais, mais pour le coup, c'est vraiment du divertissement, tu vois? Ça reste, par rapport aux contenus, animaux, tu vois? Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte, à terme, tu vois, bon, en tout cas, par rapport à mon contenu court, de plus pencher sur du contenu lifestyle, en tout cas, où vraiment je fais du contenu intéressant, mais aussi du contenu, justement qui permet aux gens de mieux me connaître, tu vois? OK. Mais pour le coup, sur YouTube, voilà, dans un premier temps et pendant quand même, je pense, assez longtemps, on sera sur du contenu divertissant, mais de manière éducative, hein, donc exactement ce que je fais, dans mon contenu court. Parce que voilà, quand on parle de divertissement, on a tendance à penser que voilà, c'est, se divertir, tu vois, un peu s'abrutir. Mon contenu, comment moi je le définis, c'est, de la vulgarisation scientifique, tu vois? Donc tu as Mmh. l'aspect Mmh. scientifique, apprentissage, éducatif, mais tu as l'aspect vulgarisation où c'est là que moi je peux m'amuser, en racontant la chose, de la manière dont j'ai envie de la Mmh. raconter, en faisant des blagues et cetera. Et je pense que le format YouTube, me permettrait plus justement de développer cet aspect vulgarisation, tu vois? Hem, pour ouais, et aussi par rapport au montage, tu vois? Parce que c'est vrai que, forcém enfin, bon, il y a plusieurs teams, tu vois? Mais je pense que, faire un bon montage quand même sur YouTube, ça reste, intéressant et plus agréable, tu vois, à regarder. Et Mmh. ça, c'est, un truc qui est pas forcément nécessaire avec le format court, tu vois? Donc voilà. Comme j'aime bien monter aussi, je pense que je pourrais, m'amuser aussi là-dessus. OK. OK, OK. Super intéressant. Je crois que j'ai à peu près fait le tour pour YouTube. Ce sera de toute façon à voir, par la suite puisque pour l'instant c'est pas encore créé, mais hâte de voir ça. Je mettrai d'ailleurs, tous les liens vers, les différents réseaux de moi et également de Razi, en description. Hem, J'aimerais à présent revenir un petit peu à toi pour essayer de conclure un peu ce podcast, Mmh. et de l'aspect un peu perso, peut-être d'un aspect dont tu parles moins, voire pas. Je crois pas avoir vu de contenu du tout sur le sujet, l'aspect familial. On va d'abord parler de la famille que tu as déjà, OK, et potentiellement ta vision aussi pour l'avenir. OK. C'est très large comme, expression, mais, on affinera après. Hem, 1 question, comment est-ce que ta famille elle a perçu, cette évolution? Comment est-ce que cette perception elle a évolué aussi en elle-même? Hem, Dans le sens où, bah, voilà, on le sait quand tu es entrepreneur et que tu as un entourage qui ne l'est pas, c'est très Mmh. compliqué de le faire comprendre, c'est très compliqué de garder leur confiance, c'est très compliqué de les rassurer aussi. Est-ce que des fois c'est le cas, hein, des fois ils ont grande Mmh. confiance, des fois pas du tout. Ouais. Comment est-ce que toi ça s'est passé? Comment est-ce que ça a évolué et comment est-ce que toi tu l'as vécu de ton côté? Ouais, carrément, c'est une, bonne question toujours. Heu, bah, écoute, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont hyper, hem, comment dire? Qui me font très confiance, tu vois? Moi, Mmh. je suis le petit dernier d'une très grande, fratrie. Et et oui, non, franchement, je leur ai toujours parlé du fait que, voilà, je voulais, être entrepreneur, me lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, à l'époque, ça a commencé par: «Je veux devenir riche» et ça a continué avec, voilà, l'entrepreneuriat et cetera. Je leur en ai toujours parlé, tu vois? À l'époque où je faisais de l'e-commerce, je leur montrais quand j'ai eu ma première vente et cetera, tu vois? Tout ça, ils ont toujours été hyper présents et ils m'ont toujours fait confiance et ils m'ont toujours montré aussi, qu'ils étaient là pour me supporter, tu vois? Dans les projets que j'avais. Donc par rapport à ça, j'ai pas forcément eu de problématiques. Bon, ils sont quand même, voilà, vieille école dans le sens où je pense que enfin, ils m'ont toujours bassiné avec le fait de, voilà, faire des grandes études, médecine et cetera, tu vois? Surtout mon père. Mais voilà, quand je leur ai dit, que j'allais, arrêter les études pour me lancer à fond là-dedans, tu vois? Ça a pas du tout été une discussion, à avoir ou quoi, tu vois? Ils m'ont vraiment,
comme je t'ai dit, ils m'ont toujours fait confiance, que ce soit même par rapport à l'aspect scolaire, tu vois? Ils ont jamais vraiment été sur moi, parce que justement ils me faisaient confiance et par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc au début, même si, voilà, des fois il y a des petits, c'est pas forcément des pics, mais des petites, réflexions en mode: «Oui, mais tu penses pas que tu devrais, voilà, continuer ou retrouver un travail?» et cetera. C'est jamais, voilà, ça a jamais été un problème ou une discussion, plus que, voilà, une réflexion, «sans importance» entre guillemets, tu vois? OK. Et après, comment ça a évolué quand ça a commencé à marcher? Et beh, quand ça a commencé à marcher, c'est bon, c'est comment dire? C'est pas du tout leur génération, tu vois? Donc je maintenant, je pense qu'ils comprennent plus ou moins ce que je fais, mais voilà, au début, c'était juste, «Regarde, combien j'ai gagné grâce à cette vidéo TikTok, waouh, c'est un truc de fou», tu vois? Donc voilà, après j'ai plein de projets parallèles et puis c'est vrai que, j'ai commencé à pouvoir les aider aussi financièrement, tu vois? Et et je pense qu'il y a pas un meilleur indicateur pour eux, hem, que de voir que je peux les aider financièrement pour prouver que ça marche, ce que je fais, tu vois? Mmh. Donc non, franchement, ils m'ont toujours soutenu et ils sont fiers de moi et pour eux, je suis un journaliste. Donc ça me va. Oui, c'est vrai qu'il y a pire comme description, Pour créateur de contenu, pour bon, quelqu'un qui crée du contenu, c'est pas mal. Tu es un exact journaliste animalier, j'imagine? exactement Heu, ça. OK, excellent. Hem, OK, alors, faut que chaque personne qui écoute ce podcast, sache aussi que quand on prépare, un podcast comme celui-là, j'envoie toujours un questionnaire en amont. Dans ce questionnaire, il y a une de tes réponses, qui est sur des vacances que tu as offert, à ta mère, me Ouais. semble-t-il. Est-ce que tu pourrais me parler de ce moment-là? Hem, qu'est-ce que ça t'a fait d'offrir des vacances à ta mère? Qu'est-ce que ça lui a fait à elle? Et surtout, qu'est-ce que ça a marqué chez toi? Est-ce que ça a marqué une forme d'accomplissement? Est-ce que ça a marqué une forme d'étape franchie? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Bah, écoute, le fait de pouvoir offrir à mes parents une, vie plus confortable, ça a toujours été, ma motivation numéro une, tu vois? Mmh. Hem, c'est vrai que bon, l'aspect liberté aussi, il est ultra important, mais je le place, au même niveau, tu vois? Je fais ça pour moi, mais je fais aussi ça, pour ma famille et c'est vrai que j'ai toujours en ayant grandi dans une famille nombreuse, tu vois? Alors je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. J'ai toujours, comment dire? Je me suis créé cette responsabilité, tu vois? De devoir être la personne qui allait, «sauver», je dis bien entre gros guillemets, l'avenir de la famille, tu vois? La personne qui devait devenir, libre financièrement et j'ai envie de te dire le mot riche parce que c'est comme ça que je l'utilisais avant, pour pouvoir, faire en sorte que, bah, toute ma famille, tu vois, tous les membres de ma famille aient une vie, plus que confortable, tu vois? Mmh. Donc ça a toujours été ma motivation numéro 1. Quand j'ai commencé à pouvoir les aider financièrement, ça a été vraiment un très gros accomplissement pour moi, tu vois? Mais ce voyage-là, c'est vrai que, à la base, c'était censé être un voyage, en famille, mais il a été annulé et ma mère, je savais qu'elle voulait vraiment partir, tu vois? Parce que bon, elle a pas l'occasion de partir souvent en vacances et du coup, je lui ai quand même proposé, bah, qu'on y aille et c'était il y a pas de mots pour décrire l'expérience, tu vois? Je l'ai senti revivre, pendant ces vacances-là, à des moments où, ouais, juste elle était heureuse, tu vois? Et il y a même un moment où elle m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit, «Ça fait longtemps que j'avais pas été, aussi heureuse», tu vois? Après, qu'on soit passé devant, tu vois, on était au Maroc, on est passé devant un restaurant, il y avait tout le monde qui faisait de la musique, les gens dansaient et cetera et à ce moment-là, quand elle m'a dit cette phrase, je me suis rappelé, tu vois, j'ai eu comme un déclic de, bah, pourquoi en vrai je fais tout ça? Donc ouais, non, je pense que je l'ai vraiment perçu comme un accomplissement et aussi comme une motivation, tu vois, pour continuer, ce que je fais et pas oublier aussi que l'aspect financier, malgré tout, tu vois, c'est important et c'est d'ailleurs pour ça, tu vois, je fais un parallèle avec ce qu'on se disait tout à l'heure, que je suis pas juste créateur de contenu et cetera et que, beh, enfin, je pourrais en soi vivre de la création de contenu et cetera. Mais c'est vrai qu'à la base, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était pour, faire en sorte que mes parents aient aussi une vie, confortable et bah, plus je gagnerai d'argent, plus ce sera le cas donc voilà. OK, super, super intéressant, très cool et c'est très parlant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire la même chose. Mmh. Hem, ce serait quoi ton on va pas tarder à conclure, mais hem
si on devait retenir un truc de toi dans 10 ans, on est que imaginons quelqu'un, voilà, qui rêve un peu de la même chose, qui vient peut-être d'un milieu modeste, qui aimerait que pas juste lui, mais ses proches, sa famille, puissent également profiter de sa réussite. Ce serait quoi le premier conseil que tu lui donnerais? Est-ce que c'est, enfin que ce soit en termes de choix, en termes d'action, à faire, hem, Mmh, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Un Razi, imaginons, qui a encore plus d'expérience que tu n'en as actuellement, mmh. pour arriver justement à cette situation où OK, ça y est, ça marche et heu je peux enfin réaliser ce rêve-là. Là, comme ça, ce qui te vient en premier, c'est quoi en termes de conseils? Qu'est-ce que tu recommanderais le plus à quelqu'un qui veut se lancer, dans quoi que ce soit pour que ça arrive? Ouais, alors c'est je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais je pars du principe que si tu es convaincu que tu vas réussir, tu réussiras. Mais quand je dis si tu es convaincu, tu vois, c'est pas juste si tu penses que ou si tu as envie de, tu vois? C'est vraiment si au Mmh, fond de toi, tu sais que tu vas réussir, tu réussiras et pour ça, il faut quand même que tu mettes, que tu passes à l'action, tu vois? mmh. C'est ultra important et c'est pour ça que moi, tu vois, ce qui m'a «retardé» entre guillemets, bon, encore ça va parce que je pense que j'ai passé peut-être 3 ans, tu vois, dans l'entrepreneuriat avant de pouvoir, vivre de ce que je fais. Mais ce qui m'a retardé, c'est justement cette persévérance, sans l'aspect, analyse, tu vois, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait que j'ai passé potentiellement trop de temps sur des choses qui, allaient pas me rapporter. Mais, si tu es convaincu que tu vas réussir et que tu adoptes la persévérance intelligente, il y a pas un monde où tu atteins pas tes objectifs, pour moi. C'est hyper intéressant et j'aimerais ajouter, un élément. En fait, en soi, cette conviction-là que tu vas réussir, elle définit le fait que tu passes à l'action dans le sens où, Carrément. hem quand tu as la conviction que tu vas réussir, ça comment dire? Ça forge et ça façonne toute l'identité qui va avec et l'identité qui va avec, c'est l'identité de quelqu'un qui agit, qui fait des choses, qui tente, Mmh, qui a pas peur de se casser la figure et qui retente. Et je trouve ça super intéressant cette idée du changement d'identité. mmh. Je crois que c'est Sam Ovens qui en parle beaucoup dans je sais pas si tu connais, les modules de Sam Ovens, Sam Ovens, je pense que tu Je connais, mais connais Samovens, mais, il avait fait une formation à l'époque, il était très connu là-dedans, et il avait un module mindset vraiment sur le changement d'identité mmh, et cetera. Il avait popularisé l'idée du vision board, encore plus ouais, et cetera dans le monde du business et en fait, c'est hyper intéressant de se dire que la personne qui est convaincue de réussir, elle est enfin, la loi de l'attraction, c'est un mmh, peu de ça dont on parle, ouais, carrément. en fait, elle ne marche que parce qu'il y a ce changement d'identité. Mmh, C'est-à-dire que tout ce à quoi je pense, c'est pas genre je pense, c'est, je le transpire et le fait de ouais, le carrément. transpirer, c'est dans les actions aussi, en fait. C'est-à-dire que en gros, par exemple, si je suis convaincu que je suis quelqu'un d'ultra discipliné, bah, je vais le transpirer dans le sens où, bah, mes chaussures, elles seront bien rangées, mon espace de travail sera hyper clean, je ferai la poussière tous les jours s'il faut, ma vaisselle, elle est jamais, au fond de l'évier, à Ouais, traîner pendant 3 jours. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de discipliné dans ma manière d'être au quotidien et je pense que c'est plutôt ça dont les gens ont plus besoin. Je pense que la première chose qui serait à transformer chez quelqu'un qui débute ou qui veut se lancer, mmh, c'est: «Qu'est-ce que je fais au quotidien?» Genre, tu vois, par exemple, si je regarde Razzy Salomon, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? C'est quoi sa manière de penser face à telle ou telle situation? mmh, OK, faut que je réagisse de la même manière. Plus je ressemblerai à cette personne-là, qui est en fait une projection de ce que j'ai envie d'être, plus je ferai les actions qu'il fait tout le temps, plus je suis lui, en fait. Et donc du coup, j'ai les résultats qu'il a et cetera, tu vois? Et je ouais, pense que c'est carrément. super important de se projeter dans cette identité-là, en mode: «Je veux pas être lui, je veux être juste le moi que je projette, mais Ouais. ce moi que je projette, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? C'est quoi l'action qu'il fait pour dans telle ou telle situation?» Et du coup, je le fais. Tu vois? Je pense Ouais, que carrément. Bah, c'est pour c'est ça, le tu vois, plus que enfin, on parle du coup beaucoup, ça devient de plus en plus populaire, bon, ça l'était déjà depuis longtemps, aux États-Unis, tu vois? Mais de manifestations en France et cetera, tu vois? mmh, La manifestation, moi, j'aime bien parce que j'ai déjà eu des débats avec des personnes qui étaient un peu sceptiques et cetera. Moi, la manifestation, c'est scientifique, en fait, tu vois? mmh, C'est concrètement, bah, si tu es convaincu, que tu vas réussir à faire, bah, ce que tu as envie de faire, bah, fondamentalement, tu vas tout mettre en place pour y arriver, tu vois? Et donc du coup, tu vas augmenter tes chances d'y arriver mmh, et concrètement, bah, tu vois, il y a un moment où je faisais beaucoup de vidéos, tu vois, quand j'ai commencé l'e-com, une fois par mois, tu vois, je faisais une vidéo où j'analysais un peu ma situation, où je disais: «Voilà, on est tel jour, j'en suis à là» et cetera, tu vois? Un peu pour avoir des archives et c'est vrai que, tu vois, je suis retombé sur une vidéo que, j'avais pas mis dans le dossier dans lequel je mets toutes ces vidéos-là et c'était une vidéo où ça allait pas, tu vois? Où, mmh, il y a rien qui fonctionnait, j'avais, plus d'argent en stock et cetera et dans cette vidéo, on voit vraiment que, tu vois, je suis pas bien, mais même dans cette vidéo-là, tu vois, à la fin, je dis, je sais plus ce que je dis exactement,
mais je finis par dire que, voilà, dans tous les cas, je sais pourquoi je fais ça, je sais que je vais réussir. Là, ça prend plus de temps que prévu, mais je vais pas lâcher parce que, voilà, je sais que je suis fait pour ça et que je vais y arriver, tu vois? Donc à partir du moment où tu arrives à ce stade-là de même dans l'adversité, même, au moment où tu échoues, tu sais que c'est juste temporaire et que tu vas réussir à atteindre, tes objectifs, bah, il y a rien qui peut t'arrêter, tu vois? Comme on le dit Mmh, très bien, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat et quand tu es convaincu de ce que tu peux faire, le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner, tu vois? Donc mmh. tant que tu abandonnes pas, en soi, tu es toujours dans la course. Et j'ajouterais un autre truc, j'y pense parce que je connais des gens qui sont un peu dans cette situation-là. OK. Hem, Abandonner, ça veut pas dire que, par exemple, tu es dans un projet et que tu te rends compte que ça marche pas, Mmh. et que du coup, tu dois reprendre un boulot à côté parce que tu as plus de cash. Ouais, carrément. Ça, c'est pas abandonner. En soi, c'est ce que tu as fait Ouais, et pour carrément. moi, c'est pas l'abandon, c'est juste, pallier à un problème qui est factuel, qui est le manque d'argent pour manger juste. Mmh. Mais ça veut pas dire que le projet est abandonné, ça veut pas dire qu'on consacre du temps. Juste, on s'adapte, et on améliore les choses. Mais, tout à fait d'accord sur l'idée de l'échec qui Mmh. n'arrive que quand tu abandonnes. Hem Même si il y a plein de formes d'échecs, je pense aussi, Bien tu vois? sûr, Genre, bien sûr. il y a aussi l'échec dans justement cette persévérance, idiote, je Mmh. l'appellerais comme ça, du coup. Ouais. La persévérance idiote, c'est l'échec, très masqué, en fait. C'est Mmh. l'échec le mieux masqué, Ouais, carrément. puisqu'en fait, on fait que échouer perpétuellement, mais on se dit qu'on est sur le chemin de la réussite, alors que non. Mmh. Parce que du coup, il y a rien qui change, quoi. Carrément. Mais, en tout cas, complètement aligné avec cette vision. Hem, on va essayer de conclure un peu ce podcast. Et pour conclure tous les podcasts, j'ai toujours 2 questions. La première, elle est relativement simple. La deuxième va te faire un peu plus cogiter et je te laisserai le temps d'y répondre. OK. La première, c'est l'objectif du podcast, c'est d'aller chercher toujours des personnes, de plus en plus, intéressantes, de plus en plus évoluées dans le monde business. Est-ce que dans ton répertoire, dans les gens que tu connais, dans les gens que tu côtoies, il y a une personne que tu aimerais entendre sur ce genre de podcast avec des questions comme celles que j'ai pu poser aujourd'hui? Que tu as peut-être jamais entendu ou pas assez ou, que tu aimerais entendre pas forcément pour apprendre plus de choses, mais parce que tu penses qu'il y a vraiment matière à ce que les gens apprennent des choses et s'inspirent de ça. Ouais. Hem, Est-ce que tu connais quelqu'un qui colle un peu avec cette description-là, que tu pourrais nous recommander pour le podcast? C'est une question pas aussi simple que ce que j'attendais. Bah, écoute, j'ai des profils qui me viennent en tête. Après, c'est vrai que c'est pas forcément des personnes, tu vois, qui sont dans le business en ligne malheureusement. Mmh. C'est pas Hem, un problème. Je vise pas que des gens du business en ligne, je peux OK. viser, même des experts de leur domaine, ça Mmh. peut être des hommes politiques, ça peut être, enfin voilà, ça peut être très large, tu vois? OK. Donc, sans souci. Ouais. Tu veux que je te donne une réponse là, du coup? Si tu en as une, oui, mais, OK. Non, mais écoute, moi, j'ai quand même pas mal de connaissances, plus ou moins proches de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, tu vois? mmh Hem, Là, j'ai alors un pote en particulier, tu vois, qui, lui, il est pas du tout dans le business en ligne, mais il a créé un café friperie, OK. à Bordeaux, tu vois? Ça fait longtemps qu'il est sur le projet et cetera et là, depuis, quelques semaines, il a ouvert son 1er shop et non, franchement, je pense que son parcours, il peut être, hyper inspirant, tu vois? Donc ouais, non, franchement, ça pourrait être, OK, intéressant. Sinon, les autres personnes que je connais, tu vois, qui sont dans le business en ligne, c'est des personnes qui, alors, soit débutent, soit ont encore des problématiques assez, enfin, des problématiques que tu rencontres au début de ton parcours, tu vois? Donc mmh, donc peut-être moins de choses à dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. OK, deuxième question qui va peut-être, te faire un peu plus cogiter. ouais, Je la pose à tout le monde, mais pour toi, ça va être très, très parlant, OK. encore plus puisque tu es créateur de contenu. La question est la suivante, je vais te la lire. Si tout ton contenu disparaissait demain Ouais. et qu'il te restait que 60 secondes pour transmettre quelque chose au monde, quel serait ton message? OK. OK, alors ouais, c'est une vraie question. Alors si tout mon contenu disparaissait et qu'il me restait, 60 secondes pour transmettre un message par rapport à quoi? La création de contenu ou vraiment un message, Ton message au monde, genre qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace, Ah oui, vu qu'il y a plus la trace de tes contenus et la trace de ta présence en ligne, OK. tu laisserais quoi comme message? Ouais, j'ai besoin de cogiter là. Mmh,
Honnêtement, j'aurais envie de te donner une réponse différente de ce que je te disais par rapport, au mindset tout à l'heure, tu vois? Mais c'est le premier truc qui me vient en tête et je pense que c'est la chose qui me drive au quotidien, tu vois? C'est d'essayer de je dirais aux gens d'essayer de toujours faire en sorte de cultiver ses rêves, tu vois? Je trouve ça hyper important et c'est vrai que dans la société dans laquelle, on grandit tous, tu vois? En tout cas en France, voilà, on nous pousse à nous mettre dans des cases et on nous pousse surtout à suivre un chemin traditionnel, tu vois? Avec voilà, on doit aller au lycée, avoir son bac, faire des études, trouver un CDI et cetera. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, ça je tiens quand même à le répéter, mais c'est vrai qu'à cause de ce chemin traditionnel, il y a énormément de personnes, tu vois, qui mettent de côté, des rêves qu'ils peuvent avoir et heu et pour ça, c'est hyper important alors quand je parle de cultiver ses rêves, c'est cultiver son mindset, tu vois? D'essayer de faire en sorte d'arriver à un stade où, tu te sens capable d'atteindre n'importe quoi, tu vois? Faut qu'on se le rappelle pas assez, mais absolument toutes les personnes qui ont créé de grosses choses, tu vois? On peut parler, qu'on l'aime ou pas, d'Elon Musk, tu vois? De grands de ce monde, de personnes qui, vont dans l'espace, tu vois? Que des trucs de fous comme ça reste, des êtres humains, tu vois? Et des fois, ça, on Mmh. l'oublie. Tout ce qu'il y a autour de nous, le mec qui a construit enfin la personne qui a construit ma maison, tu vois? C'est un être humain. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je suis arrivé à un stade où je suis convaincu que, si demain j'ai envie de devenir ministre ou président de la République, si je voulais vraiment le faire, je pourrais le faire, tu vois? Ce serait peut-être compliqué, mais au fond de moi, je suis convaincu que je peux faire absolument tout ce que j'ai envie de faire. Et je pense que, ça, c'est, la base en termes de mindset pour pouvoir, avoir une vie, épanouie. Génial. Bah, merci beaucoup. C'était Avec Radi Salomon plaisir, dans le podcast de Thomas Conseil. Merci d'être venu, c'était très cool. avec plaisir. Ciao.